bienvenue à ce webinaire consacré à l'intelligence artificielle générative. Je m'appelle Anne-André Dano et je suis très heureuse d'être avec vous pour la prochaine heure et demie. Mais d'abord, on aimerait savoir qui est avec nous aujourd'hui. Alors, d'emblée, on va peut-être tester le clavardage. Il y a un petit sondage qui va apparaître et on aimerait savoir qui est avec nous. Alors, peut-être êtes-vous une enseignante, un enseignant, peut-être une conseillère, un conseiller pédagogique, un gestionnaire, un étudiant ou encore un étudiant en sciences de l'éducation. Il y a aussi l'option autre, si vous vous joignez à nous et que ce titre-là est peut-être autre. Alors, on vous invite donc à répondre au sondage. On va aller voir dans quelques instants là, qui est avec nous, mais très certainement, ça va être intéressant de savoir qui a pu se joindre à nous. L'objectif aujourd'hui, c'est que vous puissiez trouver peut-être des trucs, des conseils pour appliquer l'intelligence artificielle générative chez vous, sur le terrain, dans vos pratiques. On a tout plein d'invités qui seront avec nous au cours de la prochaine heure et demie. Le webinaire de la journée, donc, s'intitule « L'intelligence artificielle générative au service de l'éducation vers une approche éthique et responsable ». Ce sera découpé en 3 blocs différents. Je vous dirais que les 2 premiers, là, c'est davantage pratico-pratique. On aura des gens issus du secondaire, du primaire, qui pourront donc peut-être nous permettre donc de réagir, de voir comment ça peut être plus présent, l'intelligence artificielle chez nous, avec des exemples peut-être un peu plus concrets. Il y aura aussi des gens qui viendront nous parler du professionnel, du domaine professionnel. On sait qu'il y a des gens qui enseignent à des plus vieux que les élèves du primaire et du secondaire. Alors, ils seront avec nous. Et très certainement, on pourra parler de la recherche. Qu'est-ce qu'elle dit, la recherche? Il y a d'ailleurs un guide utile là, qui a été publié en novembre 2024 là-dessus. Donc, on recevra des gens avec qui on a travaillé pour faire ce document-là. Alors, n'hésitez pas à réagir. Sachez que tout au long de ce webinaire-là, on va prendre vos questions. Il y a des gens là derrière qui sont attitrés pour s'assurer qu'on a vos questions en note. On pourra, dans le dernier bloc, y répondre. On pourra être avec vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On veut que ce soit interactif. Il y a des émoticônes. Alors, partagez et surtout réagissez avec nous. D'abord, je vous propose peut-être une petite définition de ce que c'est l'IAG parce qu'on va tout le monde partir sur la même base. Alors, l'intelligence artificielle générative, c'est un système informatique qui utilise des modèles d'intelligence artificielle probabilistes pour générer automatiquement des contenus variés. On parle de texte, d'images, de voix, de musique, de vidéos, de présentations. Et c'est en réponse à une requête faite par une personne utilisatrice. Alors, on peut peut-être aller voir si on a déjà des résultats. Je vais prendre mon téléphone, vous me permettrez, parce que tout ça entre automatiquement. Est-ce qu'on a déjà des réponses de qui est avec nous? Bien, l'équipe, on va quand même prendre une seconde parce que vous êtes plusieurs et là, on teste. On teste pour savoir comment ça fonctionne. Je vais quand même passer peut-être sur les résultats dans quelques secondes, mais je peux peut-être présenter nos invités puis on ira voir qui est avec nous. Avec nous. Bienvenue. D'abord, ça fait quelques secondes que vous êtes là. On fait comme si vous n'étiez pas là, mais vous êtes bien là avec nous. Madame Corinne Gilbert, conseillère pédagogique Récit. Il y a aussi Monsieur Duguay, qui est enseignant au secondaire à l'école de Rochebelle au Centre de services scolaires des découvreurs. Et aussi Madame Mira Auvergnat, qui est enseignante au primaire à l'externat Saint-Jean-Bermance. Est-ce que je le prononce correctement? Oui, hein? C'était le défi de la journée. Les résultats rentrent tranquillement. Ça fonctionne bien, notre système. Je suis contente parce que c'est un test aujourd'hui. On voulait savoir. Il y a 66 des gens qui sont avec nous, qui sont des conseillers pédagogiques. Donc, peut-être que ça vous parle un peu, les gens. Et donc, ça nous donne quand même une idée. Le 2 tiers qui sont des conseillers pédagogiques, donc probablement qui pourront ramener plusieurs conseils ou peut-être trucs trouvés aujourd'hui à leur équipe. Et on a quand même 19 enseignants qui ont pu se libérer pour être avec nous aujourd'hui parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs qui sont en classe aujourd'hui, il faut le dire. Sachez que ce sera enregistré quand même où vous pourrez, ce webinaire, le partager à vos collègues. D'abord, bonjour à vous 3 officiellement. Maintenant qu'on a fait notre introduction, on voulait parler, entre autres, avec vous de comment on peut utiliser l'intelligence artificielle de façon responsable en classe. Vous savez que c'est de plus en plus présent. C'est pas toujours simple de comprendre comment ça fonctionne quand on est, par exemple, un enseignant et qu'on doit l'utiliser au quotidien. Alors, d'emblée, on voulait vous recevoir pour parler peut-être de la tâche des enseignants. Comment on fait pour peut-être trouver des solutions pour sauver du temps? Je sais que vous êtes déjà des utilisateurs. Comment on fait pour s'inspirer, peut-être trouver des exemples de comment on pourrait l'appliquer? Vous avez fait des recherches et peut-être commencer par Mira. Je sais que tu as plein de choses à dire là-dessus. On va se limiter quand même dans le temps. C'est certain qu'on en aurait beaucoup à dire, mais je pense qu'une des premières choses qui est vraiment... qui est ressortie rapidement, je vous dirais, là, quand on a vu apparaître ChatGPT, c'est justement sauver du temps. Mais comme enseignant, c'est d'être capable de sortir de sa zone de confort, de faire, disons, d'aller chercher des idées
grâce à l'IA générative parce que on connaît bien nos sujets généralement, mais c'est toujours intéressant de pouvoir sortir de sa zone de confort, d'aller explorer un petit peu autre chose, de savoir quel genre de projet peut être fait selon les notions qui sont à voir en classe. Donc, vraiment, là, aller chercher, sortir de sa zone de confort, aller chercher des planifications là, qui sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire en classe. Donc, tout ça, ça peut être vraiment intéressant pour changer la dynamique un petit peu avec nos élèves. L'autre point, je pense, qui est vraiment crucial, c'est quand on parle avec des nouveaux enseignants, une des choses qui n'est pas évidente, je vous dirais, quand on commence, à part la gestion de classe, c'est la gestion du temps et vraiment s'approprier tellement de nouvelles informations en même temps que là, l'IA, elle vient nous supporter justement dans cette capacité qu'elle a de nous générer des planifications très détaillées, très en lien aussi avec notre programme ou encore la PDA, là, qui est la progression des apprentissages. Donc, ça peut vraiment nous supporter. Évidemment qu'il faut toujours garder un œil critique, hein. On demeure le professionnel, mais ça peut vraiment nous sauver beaucoup de temps aussi. Je l'ai d'ailleurs montré à ma stagiaire. C'était correct qu'elle avait le droit d'utiliser de temps en temps. Ça fonctionne? Ouais. Ça fonctionne bien, oui, ça fonctionne vraiment bien. Ça nous aide. Pour vrai, ça nous supporte bien dans notre travail. En fait, on constate beaucoup déjà le grand potentiel de l'IAG en éducation. De mon côté, dans mon milieu, ce que j'observe beaucoup, c'est que ça peut favoriser en fait l'inclusion et la différenciation pédagogique. Donc, on le sait, là, comme enseignant, ça demande du temps et de l'énergie d'adapter le matériel aux différents besoins de nos élèves. Donc, on ne vient pas parler là, que ça remplace l'enseignant, mais ça nous permet, là, en fait, comme enseignant ou comme professionnel, de se concentrer à ce qui est important, c'est-à-dire vraiment nos élèves. Fait que ça peut nous permettre, par exemple, on peut générer une première version d'un texte et ensuite, on peut venir le simplifier, l'enrichir. On vient répondre vraiment aux besoins différents. On peut le personnaliser vraiment selon les niveaux des élèves. On pourrait, par exemple, demander de générer sur la version simplifiée du texte, de générer un lexique avec les mots qui sont les plus difficiles. Et aussi, dans notre milieu où on accueille beaucoup de nouveaux arrivants, donc c'est vraiment, ça permet là, de venir être plus accueillant, donc plus inclusif, de venir apporter, par exemple, de traduire là, pour quand il arrive, les élèves allophones, on peut traduire notre matériel, avoir des supports bilingues. Et aussi, il y a beaucoup d'élèves qui ont besoin d'avoir une représentation visuelle pour comprendre, pour mieux apprendre. Donc, avec l'intelligence artificielle, évidemment, on peut générer des images pour supporter, par exemple, pour illustrer des émotions, pour illustrer des routines, du vocabulaire. Donc, on peut vraiment se servir de ça pour être plus inclusif, puis différencier aussi nos approches. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'a pas besoin de s'approprier des tonnes d'outils d'intelligence artificielle générative. On peut commencer tout simple là, avec des outils qu'on maîtrise déjà. Donc, souvent, dans les centres de services, on a des licences institutionnelles de Canva. Donc, il y a plein d'outils à l'intérieur de Canva qui nous permet de faire un premier pas. C'est vraiment ce qui est important, là, de faire le premier pas. Mais évidemment, quand on a fait le premier pas et qu'on est prêt, on peut vraiment aller plus loin, hein, Simon, avec l'intelligence artificielle comme enseignant ou comme professionnel. Oui, effectivement, on peut, si tu veux passer, donc on peut travailler à partir, dans une IA générative tout simplement, mais c'est aussi possible d'importer nos propres documents. Des fois, on va utiliser une IA générative et ça prend beaucoup de travail pour s'assurer qu'on ait le bon niveau de contenu disciplinaire, qu'on ait le bon vocabulaire qui est adapté à nos élèves en fonction de l'âge de nos apprenants. Par contre, si on travaille directement à partir de nos documents, la majorité des outils d'IA, on peut importer nos documents, par exemple un document de notes de cours, un plan de cours ou des choses comme ça, et on peut travailler directement à l'aide du système d'IA avec nos documents. Par exemple, on pourrait importer un document de notes de cours et demander au système d'IA de générer des questions à développement ou des questions de réflexion pour pousser la réflexion plus loin. Bien évidemment, il faut travailler avec nos propres documents. On ne pourra pas importer un document qui est protégé par droit d'auteur pour des raisons légales, mais à partir de nos choses à nous, du matériel qui est libre de droit, on peut travailler avec ça. Un autre exemple, on pourrait prendre un de nos documents, puis on parlait plutôt de différenciation pédagogique, mais on pourrait importer un document pour utiliser une IA pour simplifier le niveau de vocabulaire. Si jamais on a des élèves qui arrivent, par exemple, de la francisation, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme ça. Par exemple, si on veut développer de nouvelles évaluations, on pourrait utiliser un système d'IA à partir de nos documents ou à partir d'évaluations déjà existantes en disant, voici ce que je fais déjà comme évaluation, voici mes documents de cours, maintenant, est-ce qu'on peut travailler pour créer des nouvelles évaluations. C'est le genre de choses que l'on peut faire. On peut aussi servir de l'IA générative
comme outil de développement professionnel ou encore de veille. Il y a beaucoup de nouveautés, de nouvelles choses qui arrivent en éducation. Moi, au secondaire, je suis un disciplinaire. Il y a plein de développements en sciences, en informatique, qui sont mes disciplines. Mais on peut se servir de ça. Il existe plusieurs systèmes d'IA génératifs qui sont connectés à Internet. Donc, on peut les utiliser pour aller chercher de l'information, nous faire, par exemple, un rapport sur une innovation scientifique ou une innovation en éducation qui a lieu. Il existe maintenant aussi des fonctions de recherche approfondie qui sont disponibles dans la majorité des systèmes d'IA qui vont vraiment nous faire un bon tour de la question. Pour vous donner un exemple, par curiosité, je voulais savoir quels sont les impacts positifs et négatifs de l'utilisation de l'IA générative chez les élèves au secondaire. J'ai utilisé la recherche approfondie. Ça m'a fait un rapport de 13 pages qui citait toutes ces sources, qui est allé chercher des articles scientifiques, les rapports de l'UNESCO. Bien évidemment, je dois aller contre-vérifier l'information, donc j'ai un travail d'esprit critique à faire, mais ça m'a mis au même endroit énormément d'informations, donc ça m'a sauvé un temps fou pour me permettre, comme professionnel, de me faire une idée sur la question et d'aller plus loin dans mon développement professionnel. Donc, ça permet de finalement concilier un peu le temps et nos demandes. Je trouve ça extraordinaire de voir qu'on peut l'utiliser en tant que professeur, mais en tant qu'enseignant, dis-je bien professeur, c'est pour l'université, vous en avez eu quand vous avez fait vos cours. Mais oui, maintenant, peut-être qu'on pourrait donner des exemples qui sont assez concrets que vous avez vécu pour le niveau secondaire, le niveau primaire aussi, dans votre quotidien, parce qu'on veut, oui, simplifier un peu ce qui se passe en classe, mais on veut aussi que ce soit bénéfique pour les élèves, très certainement. Ouais. Absolument. Bien, justement, je pense qu'il y a un des aspects qui est important de mentionner, c'est que il y a beaucoup de choses sur l'IA qui est très en lien avec ce qui est proposé dans le nouveau programme de culture citoyenneté québécoise. Et c'est là que je trouve que pour les élèves, ça devient plus concret, puis même pour les enseignants aussi, parce que des fois, on ne sait pas trop à quoi s'accrocher. Donc, dans le programme, justement, par exemple, si je prends les 3e années, bien, ils doivent voir les fausses croyances. Et les fausses croyances, c'est ce qu'on voit sur Internet. On s'entend que l'IA... nous donne... exactement. On a du pain sur la planche, disons. C'est pas toujours évident, même comme adulte, de pouvoir différencier le vrai du faux avec ce qui se fait aujourd'hui. Donc, je trouve ça intéressant, mais de le prendre même du côté créatif avec les enfants. Donc, par exemple, on mentionnait l'objet, l'outil Canva, de faire justement avec les élèves le travail de générer, de faire des fausses informations. Comment ça se fait? Comment on génère ça? Comment on pourrait, même comme enfant, être capable de développer un esprit critique, puis d'avoir toujours à l'esprit de dire « Oh, ce que je vois, peut-être que c'est pas la réalité. » C'est avoir le réflexe. Toujours avoir ce réflexe-là. Donc, je pense que même en le créant, en étant créatif, on peut avoir ça en tête tout le temps. Évidemment, pour soutenir à l'apprentissage, on l'a mentionné tout à l'heure, on a fait, par exemple, en classe, on a fait générer, on a écrit nos textes. On aime beaucoup écrire de toute façon. Les élèves adorent produire puis que ça vienne d'eux-mêmes. Donc, on va leur donner ça. On a donc écrit des textes, mais je les ai mis dans ChatGPT avec l'autorisation de mes élèves, bien évidemment. Et puis ensuite, on est allé voir quel genre de rétroaction c'était capable de leur donner. Puis c'était vraiment intéressant de pouvoir en parler avec eux, à savoir c'est quoi la valeur, le plus-value de ça finalement, puis comment est-ce que, versus ce que l'enseignante m'aurait donné, qu'est-ce que je peux aller chercher de plus, puis qu'est-ce qui me dérange là-dedans aussi possiblement, parce que c'est bien moins personnalisé, c'est ressenti. L'IA, on le sentait, mes élèves me disaient que c'est pas la même chose que quand c'est toi qui fais les commentaires, Madame Bira. Et puis, finalement, je pense qu'un point qui est important de mentionner, c'est de faire attention quand même, d'avoir une certaine sobriété numérique. On peut pas se lancer partout. Il faut faire attention, de toute façon, au niveau éthique et légal dans les écoles, à ce qu'on utilise. Puis, de toute façon, ça sert à rien non plus de tout utiliser. Tout n'est pas nécessaire. Je pense que bien maîtriser un outil, bien en connaître aussi les spécificités, puis qu'est-ce qui est possible de faire avec, puis s'assurer que dans l'école, ça soit autorisé, bien évidemment. Donc, en parler avec vos directions, mais d'avoir un certain équilibre et toujours penser à notre intention pédagogique derrière, évidemment. De mon côté, Mira a parlé beaucoup de la pensée critique, qui est vraiment une compétence importante à l'ère du numérique. De mon côté, je vais parler de création, qui est aussi une dimension de la compétence numérique. Donc, c'est vraiment, je crois que c'est un outil là, qui rend la création accessible à tous. Donc, les élèves peuvent créer, donc ils n'ont pas nécessairement... on ne dit pas que fait le travail à leur place. Donc, évidemment, il y a l'intervention humaine qui est là. Donc, les élèves doivent réajuster certaines demandes. Mais je crois que c'est vraiment... ça permet de
stimuler la créativité des élèves. Je vais vous donner quelques exemples qu'on va voir au primaire. Là, je sais que Simon a des exemples au secondaire, mais par exemple, on pourrait demander aux élèves de décrire un monstre imaginaire et de générer l'image. Et évidemment, ils vont ajuster là, la description de leur monstre en fonction des résultats qu'ils voient. Donc, ils sont toujours très intéressés là, de voir le résultat que ça donne. Donc, on peut générer des visuels vraiment, puis de travailler la précision du langage. Il y a beaucoup de plaisir aussi là-dedans. Ah, évidemment. Donc, puis ils s'ajustent. Donc, quand je dis que c'est pas nécessairement que ça fait le travail de création à leur place, donc ils vont ajuster là, s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. On peut aussi travailler au niveau de l'écriture, donc d'illustrer une histoire, un conte. Donc, pour chacune des scènes de leur histoire, ils peuvent générer une image, donc à partir de ce qu'ils ont déjà écrit. Et donc, imaginez, là, avant, on faisait ça et les élèves devaient dessiner. Donc, le résultat n'est pas le même, évidemment. Puis, on peut travailler aussi au niveau de... Bien, on peut ajuster, là, donc je dis que c'est des exemples au primaire, mais on peut facilement ajuster au secondaire avec des textes beaucoup plus longs, évidemment, là, pour générer les images. Et on peut venir travailler la musique aussi. Donc, par exemple, c'est vraiment lié. Si on a un conte, bien, on pourrait travailler, développer, créer une chanson pour... donc, par exemple... Non, c'est ça, les élèves peuvent créer une chanson pour le petit chaperon rouge, par exemple. Donc, ils pourraient, quand le petit chaperon rouge arrive et voit la grand-mère, on pourrait avoir une musique douce et ensuite, on va dans une musique un peu plus terrifiante à l'arrivée du loup. Donc, les élèves travaillent et décident des paramètres de création de leur chanson. Et ce qui est agréable, on en a parlé beaucoup depuis le début du webinaire, c'est que tout ça, c'est accessible aux élèves dans une plateforme qu'ils maîtrisent déjà. Donc, on a parlé de Canva. Donc, à l'aide de médias magiques, là, c'est vraiment possible de générer ces images-là. Donc, c'est une plateforme qu'ils maîtrisent déjà. Et on parlait de musique. Donc, si jamais... dans votre centre de service, on n'a pas encore statué sur l'utilisation par les élèves de l'intelligence artificielle. L'intervention peut très bien être fait par l'enseignant, donc avec les idées et de le faire avec les élèves. Donc, ça vient des élèves, mais c'est quand même l'enseignant qui interagit avec l'outil. Là. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités. Je me suis restreint parce que le temps est compté, mais c'est infini, il y a beaucoup de possibilités avec les élèves. Puis, c'est un premier pas, puis c'est avec des outils qu'ils connaissent déjà, donc c'est moins menaçant, puis ils maîtrisent déjà l'outil, donc c'est ça qui est important. Donc, Simon, sûrement qu'il y a des beaux exemples aussi au secondaire. Oui, effectivement. Quand on parle d'utilisation ou d'enseignement de l'IA au secondaire, moi, je vois vraiment deux choses. Éduquer à l'intelligence artificielle pour former des citoyens critiques et enseigner l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle. Je pense que l'école a un rôle pour développer l'esprit critique des jeunes. On le sait bien, surtout au secondaire, la majorité des élèves ont accès à des IA au bout de leurs doigts avec leur téléphone. Il y en a un peu partout dans la société, sur les réseaux sociaux. Il y a du contenu qui est généré par intelligence artificielle aussi. Donc, je pense qu'on doit les préparer à ça. Parlons par exemple d'hypertrucage, les deepfakes en anglais, donc des vidéos qui ont été créées lorsqu'on parle de contenu électoral, de contenu par rapport à la santé, bien, nos élèves doivent savoir que ce n'est pas non seulement pas tout ce qu'ils lisent qui est faux, mais que des vidéos peuvent avoir de l'air 100% réalistes, mais ne pas être vraies, avoir été créées par de l'intelligence artificielle. Donc, on doit préparer nos élèves à ça. On doit aussi leur enseigner, dans quelle sphère de leur vie est-ce qu'on est à l'aise d'utiliser l'IA et dans laquelle peut-être qu'on ne devrait pas utiliser d'intelligence artificielle. Donc, on peut éduquer là-dessus. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a la situation d'enseignement Y a-tu pensé qui a été développée pour le cours de 4e secondaire du cours de citoyenneté culture québécoise. Donc, si vous enseignez en secondaire 4 cette discipline-là, n'hésitez pas à les voir, c'est disponible en ligne gratuitement. Et si on veut faire manipuler l'intelligence artificielle, il y a des possibilités aussi. Il existe, par exemple, la Teachable Machine, qui n'est pas une IA générative, qui est en fait un site qu'on va utiliser pour amener nos élèves à créer leur propre modèle d'IA, mais de reconnaissance visuelle. Donc, c'est super intéressant pour aborder les notions d'entraînement de l'intelligence artificielle. Si jamais vous voulez utiliser l'IA générative, il faut vérifier avec l'organisme quelles applications, quels sites web sont autorisés, par exemple, auprès de notre CSS ou de notre direction. Mais une fois que c'est fait, moi, je pense que ce qui est le plus important à ce niveau-là, c'est d'utiliser l'IA pour aller plus loin au niveau de la compétence, mais pour, encore une fois, développer l'esprit critique. Par exemple, est-ce qu'on pourrait amener nos élèves dans un cours d'histoire ou de sciences au 2e cycle du secondaire, une fois qu'ils ont fait un travail sur une question socialement vive, est-ce qu'on pourrait utiliser une IA générative pour aller chercher des points de vue qui sont différents, auxquels on n'aurait
pas pensé pour, dans un premier temps, élargir nos différents points de vue, notre angle d'approche d'une situation, mais aussi pour les amener à se dire, bon, cette information qui a été générée par l'IA, est-ce que tu es capable de la retrouver dans une source fiable par la suite? Est-ce qu'elle pourrait posséder des biais qui sont induits par l'entraînement du modèle, des choses comme ça? Donc, les amener à vérifier l'information, mais surtout à être critiques par rapport à l'usage de l'IA, parce que peut-être que plus tard, ils vont s'en servir dans leur vie personnelle ou leur vie professionnelle et ils doivent développer cette réflexion-là. On pourrait peut-être dresser aussi, en terminant, une espèce de palmarès, là, une espèce de 3 petits conseils, les meilleurs conseils là, pour démarrer, pour quelqu'un là, qui connaît peut-être rien ou qui a peur de commencer avec le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, peut-être qu'on pourrait y aller un petit palmarès des meilleurs conseils pour commencer, débuter dans le domaine? On va y aller de façon très rapide. Une des premières choses qui est super importante, c'est de vous rappeler d'être curieux. Soyez curieux, essayez restez à l'affût de ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin de devenir des experts. J'en suis pas une, là. Simon est vraiment meilleur que moi. Mais l'important, vous êtes des experts dans votre classe. C'est ça qui est important de se rappeler. Les élèves sont intéressés par ça. Vous avez... Puis j'aime pas ça utiliser ce mot-là, mais vous n'avez comme pas le choix de vous y intéresser aussi. Il faut rester à jour un peu. Donc, soyez curieux, faites les premiers petits pas, demandez à des gens qui sont peut-être justement des plus experts que vous, puis inquiétez-vous pas, de toute façon, ça change tellement vite que vous ne deviendrez pas expert, mais vous allez au moins vous y intéresser. Ça, c'est une bonne idée, oui. Moi, je dirais dans l'importance de se former, donc d'être curieux, là, ça va dans le même sens que ce que Mira dit. Donc, et je dirais comme conseil de mettre les mains à la pâte parce que c'est vraiment un outil qui se découvre en le manipulant. Puis ça n'a pas besoin d'être un gros engagement, là. Ça peut être tout simplement de regarder les offres dans notre école, dans notre centre de service aussi, qu'est-ce qui s'offre comme formation, de faire un premier pas et de s'inscrire, mais sinon, on peut le faire de façon plus autonome. Donc, par exemple, sur Campus Récit, il y a une auto-formation, donc on peut y aller à son rythme, mais aussi à l'école branchée, c'est ce que j'allais dire. Là, il y a des offres de webinaires qui sont quand même très, très variées, comme celui-ci aujourd'hui, mais il y a aussi Campus Récit, il y a plusieurs récits nationaux qui offrent des webinaires, sinon École branchée, la COPS aussi, qui offrent différents webinaires sur l'IA. Puis aussi, ce que je dirais, c'est d'ouvrir les discussions avec vos collègues. Donc, peut-être qu'en ouvrant les discussions, parlez-en, peut-être qu'il y aura des trucs qui seront partagés. Et une bonne lecture à faire aussi, c'est évidemment le guide du ministère de l'Éducation sur l'utilisation pédagogique, légale et éthique de l'IA. Donc, ce serait mon conseil. Il a été long, mais... C'est un excellent conseil. Ensuite, je vous dirais, là, c'est de se donner des objectifs. Un premier objectif, comme on l'a dit, c'est d'aller essayer des systèmes d'IA, aller se former. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir en équipe école qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a probablement dans votre milieu des enseignants qui sont plus techno, qui l'utilisent peut-être dans leur vie personnelle. On peut se réseauter dans une même école. Par exemple, nous, à notre école, on a décidé de faire un comité dans lequel il y a des enseignants, des membres de la direction, et on réfléchit ensemble. Bon, quels sont les enjeux qu'on vit par rapport à l'IA dans notre école? Comment est-ce qu'on aborde ces enjeux-là et quelle offre de formation on offre à notre personnel? Donc, on s'est muni d'objectifs école pour développer les compétences professionnelles de notre personnel, aborder ces enjeux-là, et ça fait réellement une grosse différence. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été là. Corinne, Mira, Simon, merci pour le temps. Sachez qu'il y avait déjà dit, j'allais dire 10 000 personnes. Non, il y a certainement 10 000 personnes. Non, il y a près de 600 branchements, 600 personnes qui sont avec nous depuis le début de ce webinaire-là. Je suis tellement contente parce qu'on ne savait pas si les gens allaient être au rendez-vous. Alors oui, vous êtes là, merci beaucoup. Et on se revoit, nous trois, dans quelques minutes, parce qu'il y a des questions qui sont entrées. C'est parce que je disais 10 000, parce qu'il y a une question qui concerne des chiffres. Alors, on pourra vous poser les questions, vous pourrez y répondre dans le dernier segment. Et si vous êtes justement dans le clavardage, posez vos questions. Peut-être qu'il y a des choses, des petites lumières qui viennent d'allumer là, avec ce qu'on vient d'entendre. Alors, n'hésitez pas, on est là pour vous et on vous retrouve donc dans quelques minutes. À tantôt. Merci. On avait envie de parler de croquis-notes. On a Laurie de l'école branchée et qui est avec nous. Laurie Couture, bonjour. Bonjour, bonjour! Bonjour. Là, je vois, petit coin de l'œil, depuis le début que tu travailles sur le croquis-note. Il y a peut-être des gens qui appellent ça un sketch note en anglais. Et là, je vois beaucoup de couleurs, je vois beaucoup de travail ici. Peut-être qu'on pourrait aller voir ce que tu as déjà fait pour le premier bloc, parce que vous savez qu'on est en 4 parties aujourd'hui. Déjà pour le bloc 1, partie 1, moi, je pense pas que j'ai ce talent-là, mais tu m'as dit plutôt, on n'a pas besoin d'avoir un certain talent. Il faut juste comprendre un peu ce qu'on fait, se donner des idées, faire des petits dessins. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire ici?
Bien, en fait, le croquis-notes, c'est une stratégie de prise de notes visuelle qui combine le dessin et les mots, donc croquis-notes. Le but, c'est pas que ça soit parfait, mais que ça parle. Exact. Fait que mon objectif aujourd'hui, c'est de faire un résumé, mais qui va permettre aux gens qui ont écouté, par exemple, chacune des parties, de faire des liens avec ce que les invités ont dit versus ce qui a été présenté avec la présentation, puis l'objectif du webinaire. Fait que pour le faire, bien, j'ai été chercher un petit peu des dessins pour représenter toutes les idées qui ont été données par les personnes. Donc, j'ai toute l'idée de génération d'images, la gestion du temps, le fait d'être curieux, de générer des idées. Puis surtout... Ah, je vois la petite lumière, là. Ça, c'est quand j'ai dit peut-être que ça allume des lumières chez vous. Absolument. Tu as dit lumière, j'ai dessiné une ampoule. Donc, tu vois, mon cerveau fonctionne comme ça. Et j'ai surtout été chercher, tu sais, l'essence de tout ça. Ce qui est vraiment ressorti, c'est tout l'aspect esprit critique. Donc, de toujours garder ça comme centre dans notre utilisation, autant pour nous que pour nos élèves. Et finalement, j'ai fait un gros cœur avec l'élève parce que peu importe ce qu'on a fait avec l'IA, le but, c'est que l'élève réussisse, qu'il se développe autant de façon humaine que de façon avec la compétence numérique. Donc, c'est ça, j'en suis là. C'est génial. Je te laisse travailler parce qu'on a encore 3 blocs à venir. Je vais aller rejoindre mes invités, puis on reviendra un petit peu plus tard pour voir l'évolution parce que là, il va y avoir des dessins partout. Ça va être plein. Je vais quand même parler de quelques statistiques là, avant qu'on rejoigne nos prochains invités. Parce qu'on a une enquête de Net Tendance 2024 qui a été publiée. C'est par l'Académie de transformation numérique, l'ATN. Et on dit qu'il y a quand même, parce qu'on se demande qui utilise l'intelligence artificielle, il y aurait quand même 33 donc le tiers des internautes du Québec qui a déjà utilisé l'intelligence artificielle générative. On parle de ChatGPT, de Gemini, de Copilot. Et là, cette proportion, évidemment, elle augmente à 58 pour les 18 à 34 ans. Donc, les 18 à 34 ans, c'est les plus grands utilisateurs. Et ils ne sont que 13 dans le groupe des 55 ans et plus. Et l'enquête qui est intitulée « Intelligence artificielle générative et données personnelles » révèle aussi que seulement 8 des personnes ayant déjà utilisé l'intelligence artificielle générative ne l'ont fait qu'une seule fois. Donc, ça démontre que les gens qui l'utilisent une première fois, souvent sont portés donc à l'utiliser une deuxième fois. Alors, Laurie, je te laisse travailler. On se voit un petit peu plus tard. Je vais aller rejoindre mes invités qui viennent tout juste de s'installer. Bonjour à vous trois. Bonjour à vous trois. Je suis contente de vous voir parce que là, on vient de parler des gens qui travaillent majoritairement avec les plus jeunes, les élèves du primaire, du secondaire. Vous êtes plutôt avec les plus vieux, les élèves qui sont un peu plus âgés. On va se demander comment on peut utiliser l'IAG dans la formation professionnelle et la formation générale des adultes. Alors, je vous présente Madame Nicole Munoz-Guzman, conseillère pédagogique en formation professionnelle, Monsieur Patrick Beaupré, conseiller pédagogique à la formation générale des adultes dans la région de Montréal, et Monsieur Stéphane Lapointe, conseiller pédagogique en formation professionnelle à la capitale nationale. Alors, vous, de votre côté, vous avez une clientèle qui est un petit peu plus âgée que celle du secteur des jeunes, mais c'est tout aussi important d'en parler dans l'IAG. Vous en vivez au quotidien, là, des situations où on l'utilise. Donc, peut-être, allez-y, peut-être de votre côté, là, en classe, comment ça se passe? Oui, bonjour et bonjour. Merci pour l'invitation. Ça nous fait plaisir. Merci d'être là. Du côté de la formation professionnelle et de la formation générale aux adultes, les enjeux sont un peu différents que ceux de la formation générale des jeunes. Oui. Je peux penser, par exemple, à l'utilisation des agents de l'intelligence artificielle et plutôt à la restriction de l'utilisation de l'intelligence artificielle chez les élèves qui sont cette fois-ci adultes, donc ce n'est pas des jeunes. Toutefois, les éléments qui ressortent sur le terrain sont en lien avec les autres secteurs. Les changements que nous vivons actuellement, c'est très important de comprendre que ce n'est pas juste un changement au niveau de l'éducation, c'est vraiment un changement qui affecte aussi le milieu du travail. Donc, effectivement, oui. Et qui affecte la société en général. Donc, c'est très important de prendre conscience que ce changement nécessite vraiment une collaboration intersectorielle, un langage commun et une vision d'ensemble pour avancer. L'humain est vraiment un acteur central dans cette évolution technologique. Dans le guide qui est présenté aujourd'hui, on parle du principe d'agentivité, c'est-à-dire d'être acteur, avoir la capacité d'être acteur et auteur de sa vie, de son avenir, avoir un certain pouvoir d'agir. François Tadei, que je vais citer, mentionne que nous vivons actuellement une coévolution de l'équilibre dynamique entre l'intelligence et l'éthique. Le mot dynamique sous-entend que c'est un changement qui est en continuel mouvement. Donc, c'est très important déjà d'avoir cette idée en tête pour pouvoir s'adapter avec les changements qui vont venir.
l'humain, les membres dans le secteur de l'éducation jouent vraiment un rôle central dans ce développement éthique qui va avoir lieu durant les prochaines années. En formation professionnelle, les enseignants voient déjà les bénéfices d'utiliser la technologie, comme par exemple pour créer des questionnaires adaptés aux besoins des apprenants, ou encore pour s'approprier ou approfondir sur des notions pédagogiques et des concepts qu'ils peuvent par la suite intégrer dans leur pratique enseignante. Donc, ils voient beaucoup de bénéfices à ce niveau-là. C'est sûr que l'IA générative amène, bien sûr, des nouvelles façons d'enseigner, mais amène aussi des nouvelles façons de pratiquer certains métiers. Donc, on peut penser à des métiers qui sont projetés un petit peu plus rapidement dans l'utilisation de l'IA générative, comme c'est le cas dans le programme en secrétariat, en comptabilité, et j'en nomme d'autres. Infographie également, ça en est un autre. Donc, c'est important de garder un point de vigilance pour que ce qui est appris sur les bancs de l'école ne soit pas trop loin de ce qui est vraiment la réalité sur le marché du travail pour les années à venir. Donc, les écoles sont vraiment un endroit où tout le monde peut acquérir les connaissances de base nécessaires pour utiliser l'IA générative de façon éthique et responsable et naviguer dans ces changements technologiques dans la société. Voilà. Donc, des réflexions, il y a... je vais juste avancer un petit peu, m'excuse. Oui. De s'assurer qu'on présente la bonne diapositive. Exactement. Donc, parfait. Donc, ça, je l'ai mentionné. Donc, il y a des discussions actuellement dans le secteur de la formation générale des jeunes sur la manière qu'on pourrait intégrer les parents pour accompagner les élèves dans l'appropriation de ces outils-là et mieux les accompagner à la maison. Il ne faut pas oublier qu'à la formation professionnelle, beaucoup de parents sont sur le banc des écoles et pourraient bénéficier d'une connaissance plus approfondie de la technologie afin de mieux accompagner leurs enfants dans la société et mieux comprendre aussi les enjeux auxquels ils font face actuellement. Donc, c'est vraiment une opportunité à ne pas sous-estimer de pouvoir former les gens qui sont déjà sur les bancs d'école à la formation professionnelle. Le guide présenté aujourd'hui mentionne des questions très importantes que toute personne enseignante devrait se poser avant d'intégrer l'intelligence artificielle générative. Donc, je vais vous lire 2 de ces questions-là qui apparaissent dans le guide. La première est « Ai-je les compétences nécessaires pour aborder la question de l'IA générative avec les personnes apprenantes de façon ouverte et critique? » Et comment pourrais-je contribuer à une utilisation responsable de l'IA générative par les personnes apprenantes? Donc, c'est des questions qui sont quand même très importantes à se poser avant de commencer. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il y a un besoin de formation de base pour tout le personnel en éducation, mais non seulement de base, continue également, puisqu'on sait que c'est une technologie qui évolue quand même très rapidement. Oui, il y a beaucoup de recherches de jour en jour qui s'ajoutent. Oui. Exactement. Donc, ce n'est pas une formation de 1 heure ou 3 heures qui va faire le travail. Il faut vraiment faire de la formation continue. Il faut être curieux. C'est ça qu'on a dit un peu plus tôt. Il faut être curieux. Exactement. Donc, afin de mieux intégrer ces technologies, il y a des initiatives qui se sont mises en place cette année dans le secteur des adultes. Donc, la première, il y a un chantier qui a été créé qui est le chantier en IA en formation générale et formation professionnelle. Donc, on s'est vraiment mis ensemble pour créer un chantier composé des conseillers pédagogiques du récit. Le récit, c'est vraiment un groupe de conseillers pédagogiques qui se spécialisent dans l'intégration de la technologie et qui accompagnent les centres de services scolaires partout à travers le Québec. Donc, ils se sont mis ensemble pour se garder à jour, pour s'informer, pour créer, pour s'exprimer aussi des besoins qu'eux, en tant qu'accompagnateurs de la technologie en éducation, ce qu'ils avaient besoin de savoir pour mieux accompagner les joueurs sur le terrain là, en intelligence artificielle. Donc, il y a des besoins qui sont ressortis dans ces chantiers-là. Par exemple, se former, mieux comprendre la technologie. Il y en a plusieurs. De ces éléments qui ont été nommés, il y a 3 sous-chantiers qui ont été créés. Le premier qui est axé plus sur les stratégies pédagogiques, le deuxième qui est plus axé sur l'automatisation et la productivité, et le troisième qui est plus axé sur l'éthique et la sécurité de l'intelligence artificielle. Donc, tous ces éléments sont en train d'être mis dans un outil qui va englober tous ces sujets-là et qui va pouvoir être distribué dans le réseau à l'automne 2025. Ensuite, une deuxième initiative qui a pris naissance pour l'éducation des adultes est le comité IA en formation professionnelle et en formation générale des adultes. Cette fois-ci, le comité est composé d'enseignants de terrain et de professionnels du secteur anglophone et francophone de la région de Montréal et des Laurentides qui se sont mis ensemble cette fois-ci pour venir répondre à un besoin sur le terrain
qu'on entendait de venir de plusieurs centres. Donc, le besoin de se former, le besoin aussi de s'exprimer, parce qu'on sait que la technologie suscite des émotions, plusieurs émotions, toutes sortes d'émotions. Donc, c'est important d'avoir un endroit pour pouvoir s'exprimer, mais surtout pour pouvoir partager des pratiques du terrain qui se font là, avec les élèves, avec les autres collègues. Donc, le comité est responsable de créer une communauté de pratiques qui va commencer les activités au mois de juin 2025 de cette année. Et c'est un comité auquel vous allez pouvoir participer si vous êtes dans le secteur des adultes. Et puisque les contacts humains sont tellement importants pour innover, on se veut que ces rencontres-là soient en comodalité pour donner la chance aux gens d'être présents, de pouvoir se parler un peu comme on fait aujourd'hui. Et pour les gens qui sont un petit peu plus loin, pas près de la région de Montréal, vous allez pouvoir y assister également en temps réel, en ligne. Donc, pour avoir des renseignements sur ces comités et chantiers, si vous voulez aller un peu plus loin, je vous invite à contacter votre conseiller pédagogique RSI en formation générale des adultes ou en formation professionnelle. Vous avez un lien à l'écran qui va pouvoir vous guider où aller les trouver. Merci, Nicole. Oui. On se pose la question, pourquoi l'IA en formation professionnelle? Mais plusieurs façons de faire. On sait que nos élèves changent rapidement et nos supports pédagogiques ne suivent pas toujours le changement de nos élèves. Donc, l'IA vient nous permettre, au-delà de toutes les tâches qui sont à faire, d'être capable d'innover, de changer notre pratique. Et c'est beaucoup plus facile. Donc, d'apprendre à réfléchir avec l'intelligence artificielle nous amène ailleurs au niveau de nos formations. Et c'est nos élèves qui sont gagnants là-dedans. Autre façon aussi, si vous avez des exercices, on sait souvent qu'il y a des activités qui fonctionnent mieux avec un groupe d'élèves, moins bien avec d'autres. Mais avec l'intelligence artificielle, on peut lui envoyer l'activité, mettre l'intelligence artificielle dans le contexte de quel type de groupe qu'on a et justement de bien réfléchir avec l'IA et de transformer tranquillement cet exercice-là pour que ça fonctionne très bien avec l'intelligence artificielle. Autre chose aussi, l'intelligence artificielle peut nous aider à corriger. On peut envoyer, oui, des documents là, mais faire très attention. Les documents doivent être anonymes. Donc, assurez-vous qu'il n'y ait pas de données sensibles dans les documents. Pourquoi? Parce que ces données-là peuvent être réutilisées dans l'entraînement de l'IA. Vous pouvez même envoyer des copies qui sont écrites de façon manuscrite. L'IA va bien les comprendre aussi et vous aider au niveau de la correction. Mais faites attention aux données confidentielles, s'il vous plaît, très important. L'IA, c'est un allié. Donc, c'est vraiment un allié pour nous. On parlait des tâches administratives. Il ne les enlèvera pas, ça va toujours être là. Par contre, il peut simplifier et nous permettre de gagner du temps. Mais vraiment beaucoup de gagner de temps. C'est un objectif pour un enseignant, entre autres. Là. Oui, puis ce temps-là, on va le récupérer pour le donner où est-ce que ça compte vraiment, vos élèves. Donc, on va avoir du temps pour s'occuper de l'humain. Pourquoi? Parce que les tâches administratives deviennent de plus en plus légères. L'IA va venir nous aider à travers ça. Par contre, il y a des limites à l'IA. On a déjà parlé, on en parle encore. On parlait des hallucinations, fabulations. L'intelligence artificielle ne cherche pas systématiquement toujours dans sa base de données. Pourquoi? Parce que ça serait vraiment très long. On le voit présentement dans certaines IA où est-ce qu'on peut faire des recherches approfondies et c'est très long. Donc, l'IA ne cherche pas systématiquement tout le temps. Il va toujours sur une base de prédiction. Ce qui est un peu difficile, c'est que très souvent, ce qui va nous pondre comme théorie est très cohérente, mais pas toujours vrai. Donc, ça, c'est très important. On a besoin d'un expert de contenu à partir de ce qu'on vient de créer. Et ça, c'est une partie importante à expliquer à nos élèves, c'est que même si tu apprends un métier, si tu te fais aider par l'IA maintenant, tu n'atteindras pas toute la logique derrière le métier. Et quand tu vas être obligé de l'utiliser, il faut que tu deviennes vraiment, vraiment un spécialiste de contenu. Si tu l'utilises avant, tu ne peux pas développer cette logique-là. Donc, faire très attention à partir de là. Il y a aussi les biais qu'on a déjà parlé. De par la base de données, il y a beaucoup de stéréotypes qui peuvent ressortir, donc très important de faire attention là-dessus. Aussi, de la manière que vous allez parler avec l'IA va faire en sorte que ces biais-là vont ressortir un peu plus. Si, exemple, que vous demandez de créer une image à l'IA et que vous lui demandez de mettre un Québécois qui mange une crêpe avec du sirop d'érable, vous risquez peut-être d'avoir une personne, un bûcheron avec une chemise à carreaux dans une cabane de bois. Donc, faire vraiment attention. Oui, c'est ça. Autre chose aussi, autre utilisation, l'IA peut simuler des clients. Donc, on sait que dans beaucoup de formations, on doit développer la compétence de discuter avec les clients.
Imaginez-vous une IA qui devient le client. Donc, chaque fois que l'élève l'utilise, le client est différent, son caractère est différent. Et à la fin de la simulation, l'IA revient avec l'élève pour lui dire qu'est-ce qu'il a dit et de noter les points positifs et les points améliorés. L'enseignant peut aussi reviser tout ça et de compléter l'explication de l'IA. Et ça, c'est pas un futur, ça existe déjà. Donc, on peut déjà faire ça avec l'intelligence artificielle. Aussi, on pose souvent la question, comment on fait pour mettre de la documentation dans l'IA? Chose très importante, les droits d'auteur existent encore. Première des choses, c'est se demander si le document est public, accessible sur Internet et, au-delà de ça, savoir si l'auteur autorise d'utiliser cette documentation-là dans l'intelligence artificielle. Et au final, questionnez-vous. Faites-vous une liste de tâches que l'IA pourrait faire. Demandez-vous, est-ce qu'il y a un avantage à l'utiliser? Un gain de temps? Est-ce que ça va me permettre d'innover, de changer ma pratique? Si après ça, la réponse est oui, utilisez l'IA. Et le plus grand gagnant là-dedans, ça va être vos élèves. Bien dit, hein? C'est super. Je vous voyais opiner du bonnet, effectivement. Oui, oui. Mais bien sûr. Puis moi, je trouve qu'un des éléments vraiment intéressants de l'intelligence artificielle, c'est vraiment de faire un remue-ménage, mais de manière autonome, de faire ça seul. Souvent, les enseignants en FGA sont dans des coins éloignés, sont seuls dans leur centre. Donc, ça peut être vraiment un bon moyen là, de faire un remue-ménage seul, ne pas travailler en silo. Et ça peut aussi nous amener à trouver des idées d'activités qui nous font sortir du cahier. J'adore l'image. Ben oui, sortir du cahier, c'est une expression qu'on a beaucoup en formation générale des adultes. On essaie d'apporter des activités, d'amener des activités un peu différentes de celles qui sont dans les cahiers. Donc oui, c'est pour ça que, tu vois, c'est généré. Oui, oui, c'est pas moi. Si ça avait été moi qui l'avais fait, ça serait un bonhomme allumette. En différenciation pédagogique, les collègues en ont parlé tantôt aussi. Par exemple, en francisation, on pourrait demander de créer une série de textes différents correspondant aux critères du niveau des élèves. En francisation, il y a 8 niveaux. Donc, le niveau des élèves les textes pourraient vraiment être adaptés au niveau des élèves. Et les difficultés d'apprentissage aussi. Donc, on peut répondre avec l'IA, on peut répondre efficacement aux besoins des élèves ayant des difficultés d'apprentissage. Ce qui pourrait être fait aussi avec l'intelligence artificielle, c'est simuler un entretien d'embauche. Ils vont aller sur le marché du travail? Bien, il y en a la très vaste majorité sont déjà sur le marché du travail, donc ont des emplois et tout et tout. Donc, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Mais on pourrait donner, par exemple, le texte de l'offre d'emploi, le donner à l'intelligence artificielle et lui demander de prendre le rôle de la personne qui est chargée de l'entrevue. Fait que donc, ce que ça va nous faire, c'est que l'IA va nous donner des conseils, puis ces conseils-là vont être personnalisés pour nous améliorer dans notre entrevue d'embauche. Mais comme disait avec raison Stéphane, deux petites minutes, il faut absolument éviter de partager des informations sensibles. J'ai entendu quelqu'un récemment qui me disait que de ses élèves avait envoyé sur l'IA leur CV au complet, avec nom, adresse, numéro de téléphone. C'est pas une bonne... On évite de mettre notamment notre numéro d'assurance sociale, mais pas que. Oui, l'adresse aussi, effectivement. Et le biais, parce que c'est un des éléments, hein, on en a parlé, puis les collègues en ont parlé aussi tantôt, les biais de l'intelligence artificielle sont quand même assez importants. Et le biais, selon le ministère de la Cybersécurité, qui a produit un document en octobre dernier, les biais en fait, un biais dans l'IA se réfère à des tendances ou à des préjugés non intentionnels qui peuvent être présents dans les résultats produits. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien de mieux qu'un exemple pour l'expliquer. Mais en fait, oui, l'IA est entraînée avec des textes d'humains. Les humains ont plus de 150 biais cognitifs. Donc, ces biais cognitifs-là se retrouvent dans les recherches, se retrouvent dans les textes, qui se retrouvent dans ce qui est utilisé pour entraîner l'intelligence artificielle. Fait que ça fait partie d'une des sections des biais. Mais ce qui est intéressant, jusqu'où ça peut nous mener, les biais, c'est quand on demande, par exemple, à l'intelligence artificielle de nous fournir des images de personnages historiques. Alors, on peut avoir un viking aux traits asiatiques, mais avec des lunettes contemporaines.
on doute un petit peu déjà là. Ça ne fonctionne pas non plus. Une papesse non plus. Mais une que j'aime particulièrement, et évidemment, ces exemples-là, on ne peut pas les reproduire sur Internet avec l'intelligence artificielle parce que ça a été corrigé, si on veut. Mais on a demandé à l'intelligence artificielle de donner une image des pères fondateurs aux États-Unis. Et l'image qu'on nous a donnée, c'est celle-ci. Donc, l'image d'une femme, d'un homme noir et d'un Amérindien. On peut s'entendre qu'il n'y en a aucun là-dedans qui est historiquement factuel. Là. Il n'y en avait pas de hein? Fait que c'était quand on connaît les histoires, on ne peut pas faire de lien, mais pour l'intelligence artificielle, c'est ce que ça donne. C'est ce que ça donne. Selon ses billets, etc. Donc, elle a essayé d'être le plus large possible, le plus inclusif possible, mais dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. On a aussi un petit peu tantôt parlé de fabulation, confabulation. En fait, c'est une hallucination parce que l'IA peut parfois halluciner. Par exemple, dans le guide qu'on présente aujourd'hui, on utilise le terme fabulation. C'est quoi une fabulation? C'est un résultat généré par un système d'IA qui s'avère faux ou trompeur, mais qui est présenté comme un fait. L'OQLF et l'Obvia, qui est un observatoire de l'intelligence artificielle, nous donnent comme définition, c'est une réponse incorrecte qui ne sont pas directement fondées sur le matériel présent dans les données d'entraînement de l'IA générative. En clair, ça veut dire quoi? Rien de mieux qu'un exemple. Quelqu'un a demandé à l'intelligence artificielle, dans sa dernière aventure, Harry Potter fait-il équipe avec un brocoli ou une carotte? Donc, seulement 2 choix. Seulement 2 choix. Mais si vous avez lu les livres ou si vous avez vu les films, pour moi, j'ai manqué un bout, moi. L'intelligence artificielle a répondu, dans sa dernière aventure, Harry Potter se prépare pour le tournoi des sorciers où chaque sorcier doit former une équipe avec un être végétal. Ah, ben oui. Ben oui, pourquoi pas. Et Harry se retrouve avec Brocillus, un brocoli magicien, au sourire énigmatique. C'est beaucoup de détails, hein, sourire énigmatique. Alors, je ne sais pas si vous avez lu Harry Potter, encore une fois, mais on ne retrouve pas ça là-dedans, mais pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Le sens critique. L'esprit critique doit être toujours là, doit toujours être présent quand on prend connaissance de ce que l'IA, et là, c'est un exemple, mais il peut y en avoir plusieurs. Et l'idée ici, c'est pas vraiment de devenir... en fait, c'est de dire aux gens, soyez critiques face à ce que vous lisez, face à ce que l'IA vous donne, parce que l'IA, c'est pas quelqu'un qui est fort avec les programmes. Pas du tout, c'est des calculs. Donc, à un moment donné, le calcul peut être un peu erroné. On peut se questionner aussi sur le droit d'auteur. Le droit d'auteur, on peut-tu donner un droit d'auteur à une intelligence artificielle dans les produits, dans ce qu'elle nous produit? En fait, la propriété du contenu créé avec l'intelligence artificielle est incertaine au Canada, selon le gouvernement canadien lui-même. Puis en fait, vous savez qu'au Canada, pour avoir le droit d'auteur, il faut être citoyen ou sujet du pays. Donc, pas un robot. Donc, l'IA ne peut pas être une citoyenne. Et en plus, le droit d'auteur est accordé pour 70 ans après la mort de l'auteur. La mort de l'IA, ça nous laisse perplexes. Ouais, fait que, en gros, c'est ce que je voulais vous présenter, moi. Bien, merci d'avoir été là. Je vais quand même vous rejoindre dans une vingtaine de minutes. Je vois sur mon cellulaire les questions qui entrent et les gens ont des questions pour vous. On pourra très certainement y répondre. Donc, dans une vingtaine de minutes, je vous laisse aller parce qu'on va se plonger maintenant dans la recherche. Alors, vous pouvez, je vous libère pour quelques minutes. Allez prendre un verre d'eau. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était vraiment un bel exercice. Merci. Maintenant, je pense que ce serait le moment, après 2 blocs où on a parlé avec les gens du secondaire, les gens du primaire, de la formation professionnelle, de la formation générale aux adultes. Je pense que ce serait maintenant le temps de se pencher sur la recherche. Qu'est-ce que la recherche dit sur l'intelligence artificielle? Et on va se demander comment l'intelligence artificielle peut assister et soutenir le personnel scolaire, avec tout ce que ça implique, et peut-être favoriser l'apprentissage et la réussite des élèves, pourquoi pas? Je reçois donc maintenant M. Normand Roy, qui est professeur à la Faculté des sciences de l'éducation au département de psychopédagogie et d'andragogie de l'Université de Montréal et
directeur du groupe de recherche interétablissement en intégration pédagogique des technologies, le GRIPTIC. Et avec moi aussi, Madame Viviane Valran, qui est coordonnatrice de l'axe éducation et capacitation à l'Observatoire des impacts sociétaux de l'IA et du numérique, l'Obvia. Bonjour d'abord. Bonjour. Merci d'être là. On va se demander qu'est-ce que la science, finalement, nous dit sur l'intégration de l'IAG dans nos pratiques pédagogiques, dans les pratiques pédagogiques des professeurs, des gens qui sont dans l'éducation présentement. Il y a d'ailleurs un guide qui est paru en novembre 2024 intitulé « L'utilisation pédagogique, éthique et légale de l'intelligence artificielle générative ». C'est publié par le ministère de l'Éducation et vous avez collaboré à l'écriture de ce guide-là pour le personnel scolaire. Et dans ce guide, on va fournir donc des pistes pour le primaire, pour le secondaire, pour comprendre un peu cette technologie, l'utiliser aussi de façon, faut le dire, éthique, réfléchie et sécuritaire. Et selon ce que vous avez déjà affirmé, M. Roy, cette initiative s'inscrit dans une tendance mondiale croissante visant à intégrer l'intelligence artificielle, donc l'IA, parce qu'on appelle l'intelligence artificielle très souvent l'IA, dans les programmes éducatifs. Ce serait donc une réponse directe à la nécessité de préparer les élèves à évoluer dans un monde où l'IA joue un rôle de plus en plus prépondérant. En participant à cette transformation, le guide cherche à fournir aux personnes enseignantes les outils nécessaires pour naviguer dans cette nouvelle ère technologique, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle ère, tout en abordant les enjeux éthiques et légaux qui y sont liés. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Dites-nous en plus. Parfait. Bien, merci pour l'introduction. Alors, c'est ça, aujourd'hui, Normand puis moi, on avait envie de vous parler de ce document-là, mais surtout aussi de vous montrer qu'est-ce que la recherche avait à dire. Puis, un élément important à considérer, c'est que le guide se divise en 3 critères qu'on va aller regarder plus en détail. Le critère pédagogique, celui éthique et celui légal. Donc, si on commence au niveau du critère pédagogique, bien, il y a certains éléments à considérer quand on veut utiliser de l'IA du point de vue des enseignants, que ça soit avec ou sans les personnes apprenantes. Donc, si on y va au niveau de la pertinence pédagogique, c'est important pour l'enseignant, quand il veut utiliser de l'IA, de se demander, bien, c'est quoi la plus-value que l'IA va avoir exactement pour lui permettre de bonifier son enseignement. Puis ça peut se faire autant dans sa pratique que lorsqu'il veut l'aborder ou non avec les personnes apprenantes. Si on regarde au niveau de sa pratique, ce qu'on invite les enseignants à se demander, c'est surtout de se dire, bien, quand je l'utilise, bien, c'est surtout de me dire où est-ce que je vais l'utiliser exactement. Est-ce qu'il y a des endroits dans ma pratique où je manque de temps pour y arriver? Puis est-ce que je peux me tourner vers l'IA pour m'aider à combler ce besoin-là? Imaginons un enseignant qui veut faire de la différenciation pédagogique, bien, il pourrait se dire, bien, je manque de temps à chaque année pour le faire. Est-ce que l'IA générative me permettrait de générer des outils qui seraient mieux adaptés aux besoins de mes élèves? Puis ça, c'est autant chez l'enseignant dans sa pratique pour améliorer ses compétences professionnelles, mais il peut aussi se tourner vers ses propres élèves. Et là, il peut se dire, bien, si je veux l'aborder avec les personnes apprenantes, encore une fois, c'est quoi la pertinence pédagogique que ça va apporter? Imaginons un enseignant qui se dit dans le cours de culture et de citoyenneté québécoise, bien, moi, je veux l'utiliser parce que je veux développer la pensée critique de mes élèves quand ils utilisent de l'IA. Donc, on leur montre des images générées par l'IA qui ont pu avoir des impacts sociétaux auprès de différentes démocraties pour vraiment les amener à considérer, bien, qu'est-ce qui fait que cette image-là semble générée par l'IA? Puis c'est quoi les impacts que ça peut avoir pour qu'eux soient mieux outillés pour être capables de déceler quand il y a une image qui est fausse par rapport à une image qui a été générée qui est réelle. Donc ça, c'est la première chose. Sinon, bien, un autre élément à considérer, c'est lorsqu'on parle d'IA, bien, il y a beaucoup de questionnements en lien avec l'évaluation. Donc nous, ce qu'on invite là, au niveau des enseignants, c'est de se demander, bien, quand j'utilise ces outils, c'est sûr qu'on peut se poser des questions en lien avec le plagiat. C'est pour ça qu'on invite les enseignants à revoir peut-être et à réimaginer leur pratique évaluative pour se dire, bien, est-ce que ça soutient vraiment le progrès dans les apprentissages de mes élèves plutôt que ça soit simplement pour évaluer les performances qu'ils peuvent avoir. Et en ce sens-là, on invite les enseignants à peut-être penser à la notion d'intégrité intellectuelle. Quand on a un élève qui utilise de l'IA, bien, c'est sûr qu'on veut l'inviter à prendre conscience que des fois, ça peut l'aider dans ses apprentissages, mais d'autres fois, ça peut être une béquille. Mais en prenant conscience de cette intégrité-là, c'est-à-dire est-ce que je suis intègre dans mon utilisation, puis est-ce que ça m'aide dans mes apprentissages, ça lui permet de se responsabiliser au niveau de ses apprentissages. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau
niveau de l'utilisation et de la pertinence pédagogique de l'IA, il y a beaucoup de recherches qui s'est fait. Et je sais que Normand, tu as beaucoup lu là-dessus. Qu'est-ce que tu as à nous dire à ce sujet? Oui, bien, le champ est quand même récent. Là. On parle de 2022. C'est sûr que l'IA, on la traitait dans les années 70, les années 60, mais c'est quand même très récent. Puis j'essaie de le diviser en deux grands volets, soit apprendre avec l'IA, puis apprendre sur l'IA. Pour une des rares fois, les chercheurs ou la littérature scientifique s'entend vraiment qu'on doit en apprendre sur l'IA. Donc, ce qu'on appelle la littératie de l'IA, c'est vraiment un sujet qu'on retrouve partout. L'UNESCO a publié récemment des documents. Il y a 5 grandes dimensions qu'on pourrait appeler autour de la littératie de l'IA. Donc, les habiletés techniques, les enjeux éthiques de l'IA, les aspects pédagogiques, c'est-à-dire qu'on doit apprendre à apprendre avec l'IA, les enjeux, l'IA centrée sur l'humain. Ça, on retrouve ça dans les cadres les plus récents, c'est-à-dire que l'IA, c'est pas juste un outil, ça affecte les humains, en fait. Donc, il y a une réflexion autour de ça et on doit apprendre aux gens à réfléchir à ça. Et le dernier, la pensée critique, être critique envers l'IA. L'autre facette, apprendre avec l'IA, là c'est plus mitigé la recherche. C'est-à-dire que c'est quand même nouveau ce champ-là. On est au tout début de la recherche. J'ai pris 2 exemples ici, en fait, que vous pouvez voir. Donc, le premier, c'est autour de la rétroaction avec l'IA. Donc, il y a quand même plusieurs études ils ont examiné comment les tuteurs intelligents, tu en as parlé un peu plus tôt, en fait, comment ça peut avoir un effet sur l'apprentissage. Dans les études, par exemple, les 2 que j'ai citées ici, en français et en mathématiques, on s'est aperçu qu'effectivement, ça fonctionne. Les élèves qui utilisent des tuteurs intelligents arrivent à avoir des meilleures notes à la fin. Mais quand on regarde attentivement ces études-là, il y a plusieurs détails. Ce n'est pas les IA commerciales qu'on voit, c'est des tuteurs intelligents qui ont été développés à des usages très précis et dans des environnements contrôlés. Donc, effectivement, on n'est pas encore tout au fait de qu'est-ce qui peut avoir un effet ou pas sur l'apprentissage. D'ailleurs, il y a différentes études qui arrivent avec des résultats plus mitigés, il ne faut pas se le cacher. Donc ici, j'en cite 2, mais une première étude en fait qui est sortie sur les effets à moyen puis à long terme, où là, on concluait quand même qu'on voyait que même si l'IA pouvait aider pendant l'activité à soutenir l'apprentissage, lorsqu'on regardait les effets à moyen et à long terme, on était moins convaincu que ça avait un effet. Ça ouvre le questionnement quand même chez notre personnel enseignant à se poser la question, bien, comment on va s'assurer d'avoir un effet à moyen et à long terme sur l'apprentissage. L'autre étude récente, qui vient aussi des États-Unis, était sur l'esprit critique. Et on s'est aperçu que c'était des jeunes travailleurs, qu'effectivement, ceux qui utilisaient fréquemment l'IA, il y avait un effet plus faible sur leur esprit critique. Donc, il y avait quand même un effet à réfléchir là aussi. Donc, ça pose la question quand même en éducation où on en veut, comment on en veut. Et effectivement, là, c'est là que nos acteurs et actrices de l'éducation, en fait, jouent un rôle important parce qu'il y a encore de la recherche à se faire là-dedans, parce qu'effectivement, on voit du beau potentiel, mais encore faut-il le faire de façon intelligente et réfléchie. Absolument. Puis justement, je trouve ça intéressant ce que tu as nommé, Normand, parce que c'est pas juste sur le plan pédagogique. C'est pour ça que le deuxième critère qu'on trouvait pertinent à mentionner, c'est celui du critère éthique. On a ciblé 5 principes éthiques que lorsque l'enseignant il l'utilise, on veut l'inviter à prendre conscience de ça et il est aussi invité, s'il le désire, à sensibiliser ses élèves à utiliser également ces 5 principes-là pour le guider dans son enseignement. Donc, les 5 principes en question, on va commencer avec le premier, c'est celui de la sobriété numérique. Donc, sobriété numérique, c'est vraiment cette notion de quand j'utilise l'IA, bien, on sait que l'intelligence artificielle, comment elle fonctionne, elle a des impacts environnementaux quand même importants. Par exemple, quand je fais juste une requête dans un outil d'IA générative, donc j'envoie ma requête, la réponse qui va être générée, la quantité d'énergie que ça demande, c'est à peu près l'équivalent d'une recharge de téléphone intelligent. Donc ça, c'est une seule fois. Ouais, c'est quand même impressionnant. Donc si on le fait tous les jours et qu'on est des millions d'utilisateurs à le faire tous les jours, ça commence à faire une empreinte carbone quand même importante. C'est pour ça qu'on ne veut pas inviter les enseignants à s'empêcher de l'utiliser considérant ça, mais toutefois à se dire, bien, quand j'utilise l'IA, est-ce que je prends en considération ces impacts environnementaux-là? Puis pour ce faire, on les invite surtout à se dire, bien, quand est-ce que je vais l'utiliser, puis ça va être vraiment une plus-value que ça va m'apporter, puis quand est-ce que je peux me tourner vers d'autres outils qui n'utilisent pas nécessairement d'IA ou même de numérique. Prenons par exemple un enseignant qui veut l'utiliser pour générer des synonymes, pour l'aider à écrire un texte. Bien, on va peut-être l'inviter à se tourner vers des outils comme un dictionnaire des synonymes ou un dictionnaire numérique. Oui, qui existe déjà, qui demande beaucoup moins d'énergie à aller chercher l'information plutôt que de se tourner vers là. Mais lorsque c'est pertinent, par exemple, générer un contenu vraiment adapté aux besoins spécifiques d'un de ses élèves, là, ça peut être une plus-value intéressante. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère qui est important à garder en tête, c'est celui de la qualité.
Parce que quand on utilise de l'IA, il faut se dire, dans les contenus qui sont générés par l'IA générative, est-ce que j'ai validé cette qualité-là des contenus? Parce qu'il y a deux éléments qui reviennent quand on utilise de l'IA. Il y a le concept de confabulation ou de fabulation, le terme varie, mais en gros, c'est cette notion que l'IA générative, quand on va lui poser une question, elle va juste générer la réponse la plus probable statistiquement. Ce qui va faire en sorte que des fois, ça va sonner vrai, parce que ça se tient grammaticalement, mais ça l'est pas, partiellement ou entièrement. Donc, c'est pour ça que l'enseignant, on l'invite à prendre conscience que c'est pas toujours vrai qu'est-ce que l'IA générative va générer, puis de toujours valider, si possible, avec d'autres sources externes provenant d'une source valide pour s'assurer que ces contenus-là sont corrects, puis aussi, il peut se baser sur son propre jugement professionnel. Quand il maîtrise, par exemple, l'évaluation, c'est bien cette compétence-là, puis il génère une évaluation avec de l'IA générative, bien là, il peut utiliser cette compétence-là pour utiliser son jugement critique et s'assurer de respecter ça. Parce qu'un élément un peu en lien avec ça, c'est que quand on utilise de l'IA générative, ça génère des réponses, mais c'est pas un moteur de recherche qui va aller chercher des informations sur Internet. Ça va vraiment être des réponses qu'il va générer de façon statistique. Donc, c'est pour ça qu'on invite l'enseignant à faire attention là-dessus. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, ces deux principes éthiques-là, il y a beaucoup de recherches encore qui s'est publiée là-dessus. Je pense que Normand, tu as quelques mots à dire. Oui, bien, effectivement, en fait, j'en ai pris deux. En fait, sobriété numérique, qualité des informations, c'est des enjeux importants, on l'a nommé. Sobriété numérique, l'environnement, c'est un enjeu qu'on ne voit pas. Hein. Il est derrière l'écran, il est loin de nous. Donc, il y a quand même une réflexion à avoir. Puis on a la chance au Québec d'avoir Sacha Luconi, qui est vraiment une des sommités. Elle a même pensé à tout le monde en parle, mais elle est populaire. Mais elle travaille très sérieusement sur justement les enjeux de l'environnement par rapport à l'IA. Notamment, elle propose même d'avoir des cotes énergétiques à savoir. Donc, et oui, il y a beaucoup de travaux qui sont en recherche à se dire bien, comment on peut avoir le meilleur modèle possible. Puis là, elle soulève quand même qu'il y a un paradoxe derrière ça, que cette course-là, avoir un meilleur modèle veut dire aussi d'avoir un modèle plus économique sur le plan de l'énergie, ce qui est une bonne chose, on pense. Mais le paradoxe de Jevons, que je cite ici, en fait, souligne quand même que, paradoxalement, lorsque les modèles vont devenir de plus en plus efficaces, donc consomment moins, plus de gens vont les utiliser, puis donc la consommation totale va augmenter, en fait. Oui. Donc, il y a quand même une réflexion à avoir sur ce concept-là de sobriété numérique qui est vraiment au cœur. On en parle pour le temps d'écran, on en parle pour les cellulaires, on en parle aussi pour l'IA, donc il y a une réflexion. Plus proche de nos enseignants, c'est sûr qu'il y a un enjeu vraiment proche, la qualité des informations. Il y a un double défi ici. Il y a la qualité de l'information qui est dans l'IA, qu'on n'a aucun contrôle, et celle qui est générée par l'IA, donc la qualité des réponses qu'il va nous fournir. Tu en as parlé, en fait. Là, la recherche, elle est complexe, c'est-à-dire que j'ai cherché à savoir qui a évalué la qualité des réponses que l'IA va nous fournir. Je vous dis que la science médicale a vraiment creusé énormément, c'est-à-dire que dans les différentes spécialités, on a essayé de voir si l'IA était capable ou non de donner des bonnes ou des mauvaises réponses dans des domaines très, très, très spécifiques. Il y en a beaucoup moins au secteur jeune, en fait. Où il y a beaucoup de recherche qui se fait ou beaucoup de développement, c'est du côté informatique. Donc là, oui, on se questionne beaucoup sur la qualité des réponses. Pour on a une préoccupation, je vais dire, informatique de ce côté-là, peut-être pas pédagogique. Et là, effectivement, on va se tourner vers ceux qui vont faire développer des algorithmes ou des méthodes qui vont se rattacher à l'IA. Ici, vraiment, dans ceux que je nomme à l'écran, donc vous avez la génération augmentée par la récupération, la chaîne de pensée et l'autoconsistance. Ça fait quoi, ça, en fait? Bien, la génération augmentée par la récupération, c'est que l'IA, en plus, quand on va lui poser la question, en plus de chercher dans sa base de connaissances, elle va aller chercher dans des nouveaux documents qu'on va lui donner pour essayer d'aller confirmer ou valider sa réponse probable. Première façon de faire. La chaîne de pensée, elle, ce qu'elle va faire, c'est que comme nous, quand on se pose une question, on va se poser des sous-questions et des nouvelles questions. Donc, ça vient avec une consommation plus grande, mais ça vient avec une qualité de réponse plus grande également, puisque l'IA elle-même va s'auto-questionner jusqu'à temps qu'elle va arriver à une réponse plus probable de ce que tu avais comme problème ou élément que tu as posé. Et l'autoconsistance, c'est que l'IA elle-même va produire plusieurs réponses potentielles. Elle va les comparer entre elles pour donner la réponse probable parmi les réponses probables. Je résume, mais tout ça pour dire qu'en fait, le travail qui est fait en recherche en informatique, c'est de voir comment passer d'une IA générative qui était vraiment un modèle probabiliste vers une IA qui est capable de valider ses propres réponses. Donc là, il y a vraiment un enjeu. Je vais continuer avec les autres éléments des enjeux sur les réflexions éthiques. Le guide propose encore 3 autres critères, donc l'équité et l'inclusion.
Donc ici, c'est d'avoir quand même une réflexion derrière que l'IA, il y a effectivement des biais dans les données qui ont été utilisées derrière, mais qui sont présentes sur Internet. Donc ça peut être des biais qui existaient dans la société déjà, ou des biais de représentativité qui existent en ligne aussi, tout simplement par la nature même des données, mais aussi dans les réponses qui seront produites. Donc, effectivement, là, il faut penser à ça. Donc, est-ce qu'il y a un manque de représentativité? C'est quoi le sujet que je travaille? Est-ce que je sais s'il y avait des données disponibles et si l'IA est entraînée sur des données dites pertinentes? Et effectivement, s'il y avait peut-être un manque de représentativité dans les données, la réponse produite aura probablement le reflet de cette base de données-là. Autre enjeu, transparence et explicabilité. Transparence, ici, vraiment, on fait référence au fait de dire, lorsque j'utilise l'IA, je dois trouver une façon de le déclarer. Vous l'avez probablement vu dans le webinaire aujourd'hui, on l'a indiqué sur les images que ça a été généré. Donc, c'est une forme de transparence. On le nomme qu'on utilise l'IA. Effectivement, la transparence va plus loin que notre transparence individuelle. Alors, elle est souhaitée et souhaitable par les entreprises, mais on n'a peu ou pas de contrôle là-dessus. Donc, c'est vraiment d'être capable de déclarer ces usages-là. Et la question qui se pose, et oui, dans le guide, on a marqué « Est-ce que je juge pertinent? » Bien, effectivement, on ne déclare pas toujours que j'ai utilisé Word ou un logiciel ou n'importe quoi, un outil numérique. Je ne déclare pas tous mes outils que j'ai utilisés. Donc ici, avec l'IA, c'est un peu plus, effectivement. Donc, le guide amène à réfléchir sur le niveau de transparence qu'on souhaite avoir avec l'IA. Donc, effectivement, l'explicabilité, c'est d'être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment dans la machine derrière. C'est quoi que l'IA fait, en fait, comme travail vraiment? Est-ce qu'elle est subventionnée par une compagnie qui ne m'intéresserait peut-être pas? Est-ce que je suis capable de comprendre? Et ça revient à mon point numéro 1 tantôt que j'ai parlé, de comprendre ou d'apprendre sur l'IA. Donc, la littératie de l'IA, bien, il y a un enjeu ici vraiment qu'effectivement, on va devoir en savoir plus là-dessus. Et le dernier, l'agentivité. Pour moi, l'agentivité, là, c'est vraiment la place de l'humain avec l'IA. C'est-à-dire que, oui, dans certains cas, on va voir de l'IA partout. On le nomme comme un enjeu de société à long terme, mais il y a une question à se poser sur où on en veut vraiment de l'IA, puis la place de l'humain dans l'IA. Et ça, je pense vraiment que la meilleure personne pour en parler plus que moi, c'est Viviane, parce que l'obvious, c'est votre champ de recherche. Là. Oui. J'aimerais vraiment t'entendre là-dessus sur l'agentivité. Bien oui, absolument. Agentivité, là, on peut le définir de différentes façons, mais on peut vraiment le comprendre comme le pouvoir d'agir sur son environnement puis sur les autres. Puis dans le fond, cette notion-là d'agentivité, c'est qu'on veut permettre à l'utilisateur de l'IA générative de prendre conscience que des fois, quand il l'utilise, ça augmente son pouvoir d'agir, puis dans d'autres circonstances, ça le diminue. Par exemple, un enseignant qui l'utiliserait pour l'aider dans sa correction, il pourrait se dire, ben moi j'ai l'impression que quand je l'utilise pour ma correction, ça m'empêche de bien savoir c'est quoi les besoins d'apprentissage de mes élèves, puis ça diminue mon pouvoir. Donc des fois l'enseignant, ça se peut qu'il se dise, ben je pense que je vais moins l'utiliser pour ça, mais je vais plus l'utiliser pour, par exemple, générer des diapositives pour avoir un meilleur support visuel, parce que j'ai jamais le temps de faire ça, puis mes élèves ils aiment ça avoir un bon support visuel, puis moi je manque de temps pour le faire. Donc, il génère ça. Ça lui permet de bonifier d'un point de vue pédagogique son enseignement. Puis, ça lui permet aussi de sauver du temps à une tâche peut-être qui n'est pas vraiment qui n'est pas vraiment signifiante pour lui. Donc, c'est cette notion-là d'agentivité. Puis, ce qu'on invite l'enseignant à se dire, c'est quand j'utilise l'IA générative, bien, est-ce que ça m'aide à m'améliorer dans mes tâches ou est-ce que c'est une béquille? Parce qu'en ce sens-là, nous, c'est vraiment d'amener l'enseignant à considérer que quand il utilise de l'IA générative, bien, on veut vraiment protéger son autonomie professionnelle. On ne veut pas que l'IA générative prenne des décisions à sa place. On veut plutôt que l'IA générative l'assiste pour qu'il puisse au final prendre ces décisions-là puis utiliser son jugement quant aux réponses qui sont générées. Puis aussi une autre notion qu'on voulait mettre de l'avant, c'est l'anthropomorphisation. Donc quand on utilise de l'IA, on a tendance à associer des concepts humains à l'IA. Bien, on va essayer d'éviter ça en utilisant des termes qui sont plus neutres comme générer de l'IA plutôt que de générer des contenus plutôt que créer des contenus, par exemple. Mais au-delà de ça, je vous dirais qu'au niveau de la recherche, ce qui est important à considérer, c'est surtout de se dire c'est quoi le rôle de l'enseignant puis comment ce rôle-là peut changer. Puis il y a beaucoup de recherches super intéressantes, dont une que Normand a publiée avec Alexandre Lepage, vraiment intéressante, qui permet de conclure que ce rôle-là pourrait être amené à changer de manière générale. Et finalement, bien, il y a un dernier critère. Oui, le critère légal. Donc,
l'IA a changé quand même un peu la face de ce qui se passe en éducation, mais les critères légaux, faut s'en préoccuper, mais il était déjà très présent dans vos milieux éducatifs. C'est-à-dire que déjà avant, avec les réseaux sociaux, on avait déjà une préoccupation sur plusieurs enjeux. On devait s'assurer de la sécurité des informations, de ne pas partager de données personnelles de nos élèves, de s'assurer des outils qui rentrent dans notre classe et ont été contrôlés ou ont été validés par quelqu'un. Donc ici, l'IA, en fait, change pas ce portrait-là. Donc le guide vraiment nous ramène vraiment à l'essentiel de, bien effectivement, on fait pas ce qu'on veut où on veut quand on veut avec de l'IA. Lorsqu'on est en éducation, dans des salles de classe, c'est un enjeu qui est également abordé dans le guide. Bien, nous voilà déjà un peu plus éclairés, même si je suis convaincue que les recherches vont se multiplier au cours des prochaines années. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Plaisir. C'est le moment d'aller rejoindre Laurie qui travaille depuis plusieurs minutes sur son croquis-notes. Je m'en viens tranquillement de voir parce que là, j'ai mis qu'il y avait plus de couleurs que tantôt. On est rendu quand même vers la fin du webinaire. Il reste quand même nos invités qui sont là. On en est où sur l'intelligence artificielle générative? Bien, écoute, là, j'ai les 3 parties d'illustrer. Puis, tu sais, tu as parlé de la couleur, justement. Tu sais, pourquoi on utilise la couleur, pourquoi il y a des dessins, des mots, tout ça. Tantôt, je l'ai expliqué, le principe. Mais, tu sais, la façon dont on sépare l'image de cette façon-là, c'est pour aider aussi les gens à faire la continuité entre les différentes étapes. Puis, les couleurs vont attirer l'œil aussi, là. Les icônes. J'utilise beaucoup les icônes pour résumer. On n'est pas obligé, ça pourrait être des mots-codes, là. Ah, vraiment? Oui. Il n'y a pas de règle, en fait. Là, c'est ça qui est le fun, c'est que tu laisses aller ta créativité, tu laisses aller ton cerveau de la façon que lui interprète les images, de la façon que lui interprète les propos. Tu sais, moi, les images, je l'ai dit plus tôt, je les utilise vraiment pour refléter un peu les propos plus concrets, pour ramener ça. Mais quand c'est des termes plus précis, j'aime mieux utiliser les mots, les ajouter. Donc, ça fait un beau mélange, là, puis on peut voir que c'est ça. C'est assez achevé. Il reste la partie synthèse. Puis, j'ai flanché, j'ai fait quand même le foulard d'Harry Potter pour toutes les... Tantôt, fait. oui, Ouais, c'est ça, je l'ai fait. d'Harry Potter. Oui, on a parlé d'Harry Potter. Je trouvais que c'était vraiment une belle façon d'illustrer les trucs. André Couture de l'École branchée, merci d'avoir fait l'exercice pour nous. Merci, Ça donne Anne-André. peut-être des idées là, aux gens qui vont nous regarder de se lancer dans le faites-le avec croquis-notes. vos élèves. Il nous reste comme une vingtaine de minutes pour vos questions à la maison. Si jamais vous en avez en direct sur le clavardage, moi, je suis en contact avec l'équipe. Je les reçois là, sur mon cellulaire. Ça va très certainement être utile, certainement pour d'autres enseignants autour de vous. Donc, tout le monde qui se joint à moi, pratiquement. Il y a Mme Valran là, qui a dû quitter. Mais merci d'être resté. C'est vraiment très gentil. On a beaucoup de questions pour vous pour cette fin de webinaire, pour les dernières 20 minutes qui nous restent. Peut-être la première question pour Normand. Normand, il y a quelqu'un qui nous demande, bien, il y en a plusieurs qui tournent autour de ça, là, des questions. On dit, point de vue fiabilité des informations générées par l'IA. Qu'en est-il d'abord, là? Parce que est-ce que c'est fiable, l'IA? Parce que c'est tout le temps la question qu'on se pose, là. Bien, la fiabilité, en fait, j'en ai parlé un peu plus tôt, là, mais il y avait l'idée vraiment aussi que la qualité des réponses va vraiment dépendre de l'outil, de la fonction. Mais une des particularités, en fait, que j'ai pas abordé encore, mais c'est l'idée aussi que le Québec est particulier, notamment par son programme de formation de l'École québécoise, par les enjeux de la langue également. Donc, j'ai des collègues, par exemple, qui ont travaillé en didactique du français autour, justement, Catherine Roussel ou Pascal Grégoire pour voir, justement, mais est-ce qu'on peut vraiment aider les élèves avec le français du Québec? Parce que ces outils-là ont été entraînés en anglais, ce qui est quand même un enjeu. Donc, effectivement, dans les moyens que j'ai parlé un peu plus tôt, il y a des approches qu'on peut faire pour améliorer la qualité des réponses autour de ça. Donc, vraiment, par exemple, lorsqu'on s'aperçoit qu'on aidait les élèves pour la syntaxe, bien, l'IA parfois corrige sans s'en rendre compte ou elle oublie des choses par rapport à notre programme. Une des pistes qu'on explore vraiment, c'est que dans les IA, commerciales, qu'on pourrait les nommer, on peut vraiment trouver des dispositifs pour les améliorer. Nommons Alloprof, mais Alloprof travaille justement à essayer de travailler avec le programme de formation de l'École québécoise, avec les connaissances et les savoirs du Québec, pour s'assurer que l'IA ne réponde pas de façon générale, mais réponde pour les besoins de nos élèves. Et c'est là que, quand on parle de fiabilité, on va drôlement améliorer la fiabilité des réponses. Ouais. Ouais, je pense qu'on pourrait peut-être aussi se tourner sur les gens qui sont peut-être au primaire, secondaire. Corinne, Mira, qu'est-ce qu'on dit aux enseignants qui sont encore craintifs d'utiliser l'IA? Parce que les gens disent « j'ai envie de me lancer, mais j'ai peur un petit peu. » Qu'est-ce qu'on leur dit? Bien, de mon côté, je l'ai mentionné un peu dans le premier segment, là, c'est que il y a des façons là, de commencer puis de se mouiller un peu, de mettre les mains à la pâte, mais dans des outils déjà connus. Donc, on a parlé beaucoup de Canva. Donc, il y a de l'écriture magique au niveau de Canva qui permet vraiment de commencer par des petits pas dans un environnement qu'on connaît. Donc, c'est pour ceux qui sont plus craintifs, je dirais, d'y aller vers des outils connus et utiliser ces outils d'intelligence artificielle-là.
Mais ce serait mon conseil, là, donc d'y aller avec quelque chose qu'on connaît déjà. Les réseaux peuvent vraiment aider aussi. Il y a tellement de gens qui l'utilisent présentement, puis il faut toujours faire attention, l'utiliser de façon éthique. Mais il y a tellement de gens qui sont, on parlait tout à l'heure d'expertise, là, qui sont super bons là-dedans, puis qui vont justement peut-être proposer de l'utiliser d'une certaine façon, de se tremper les orteils dans la piscine, comme on dirait. C'est juste de l'essayer. Tu sais, on s'assoit tranquillement chez nous un soir, j'ouvre l'application que je veux justement me familiariser avec, puis je l'essaie un petit peu, puis je vais voir, tu sais, ma tête de prof, elle va finir par avoir des idées, à voir comment je peux utiliser ça avec mes élèves de façon pédagogique, évidemment. Mais c'est sûr que je vous incite pas à l'essayer pour une première fois en vous disant « Ah, ben les élèves, aujourd'hui, on va essayer ça. Lançons-nous. » Ça se peut que vous sortiez de votre période un petit peu fatigué. J'aurais peut-être un petit quelque chose à ajouter. Des fois aussi, quand on fait un usage personnel avant, donc de l'utiliser pour trouver une recette avec les ingrédients qu'il y a dans mon réfrigérateur. Donc, c'est déjà des utilisations quand on y va dans le personnel. Après, on peut faire des liens avec comment ça pourrait nous servir en pédagogie aussi. Donc, ce serait un conseil. Bonne idée. Si je peux me permettre, Ben oui. Nicole et moi, on a donné beaucoup de formations. Puis, là où les gens accrochent beaucoup, dans une de nos formations, hein, on propose de faire un plan de leçon. OK? Et les gens sont stupéfaits de la qualité. Fait qu'on voit que rapidement, on peut arriver à un plan de leçon efficace qui est à retravailler, bien évidemment, parce que c'est jamais bon à 100%. Mais déjà là, quelqu'un aurait pu mettre plus de temps, mais là, en quelques secondes, on a un résultat intéressant. Et ce temps-là qu'on vient de libérer, on peut le mettre pour accompagner nos élèves. Exactement. On demande, certaines équipes écoles ont revu leur politique d'accessibilité au cours des 2 dernières années par crainte de l'IA. Par exemple, les cours de langue reviennent uniquement à l'écriture au stylo et sur papier par crainte de l'utilisation de l'IA ou de l'IAG. Comment on peut lutter contre ce genre de peur? Je pense que le plus important, c'est d'aller varier ces traces d'apprentissage qu'on va recueillir. Donc, pas seulement se baser sur le résultat à un examen ou une production qui est à la fin, mais essayer d'avoir des conversations avec des élèves, des moments dans lesquels ils sont en action et qu'on peut quand même se garder des traces du jugement professionnel. Et c'est en ayant des traces qui sont variées, certains vont parler de triangulation des apprentissages, que là, ça peut être intéressant, puis ça va nous parler... ça va nous donner un portrait qui est global. Je le sais, moi, j'étais au secondaire, j'ai 9 groupes, donc ça peut être quand même difficile d'avoir des traces sur autant d'élèves. N'hésitez pas à aller voir vos conseillers pédagogiques par rapport à ça. Ils ont probablement des outils à vous proposer. Et je pense qu'on peut aussi agir en amont par rapport à ça. Donc oui, il y a la question de l'évaluation, mais on peut aborder la question de l'intégrité intellectuelle en classe. On peut leur montrer la méthodologie de travail qui est attendue pour le travail qui est fait, parce qu'un élève qui connaît le chemin qu'il doit prendre a moins de chances d'essayer d'aller chercher des raccourcis. Donc, il y a différents facteurs de protection qu'on peut mettre en place aussi là, pour diminuer ça. Donc, je pense que c'est en ayant une approche globale par rapport à ça là, qu'on va avoir les résultats qui sont les plus intéressants. Oui, est-ce qu'on peut éviter le plagiat? Il y a beaucoup de personnes qui se disent comment on fait pour éviter le plagiat ou peut-être le trouver, là, la petite graine là, qui nous dit ça, je pense qu'on vient de plagier. Là. C'est pas évident là, pour un enseignant non plus. Là. Non, effectivement, c'est pas évident. Mais il ne faudrait pas non plus se retourner vers des détecteurs d'intelligence artificielle qui ont des résultats qui sont très mitigés. Donc, je pense que c'est ça, c'est en variant ces traces. Il n'y a pas de solution magique, malheureusement, par rapport à ça. Et un enseignant qui a des doutes pourrait aller voir son directeur, pourrait aller voir d'autres collègues. Et c'est en équipe école vraiment qu'on peut s'attaquer à cette question-là. J'ai peut-être faire du pouce là, avec Normand sur... on me demande, est-ce qu'il y a une façon d'avoir des réponses spécifiques à la réalité québécoise par une IAG? Il y a toute cette réalité. On en a glissé un mot tantôt, mais spécifiquement pour le Québec, est-ce que ça doit être assez difficile? Là? En fait, même non, parce que dans le fond, ce qu'on peut faire avec les outils d'IA générative, c'est qu'on peut carrément leur donner des documents supplémentaires. Donc, on peut les... Bon, je vais appeler ça un réentraînement, là, mais c'est pas tout à fait ça techniquement, mais on n'est pas ici pour faire de la technique. Là. Mais cette idée-là de redonner une deuxième base de connaissances en lui disant tes réponses, tu dois aller les vérifier dans ces documents-là. On en a des documents validés au Québec. Là. On a le programme de formation, la progression des apprentissages, mais on a aussi toutes les ressources produites par Alloprof, par exemple, qui sont basées sur le programme de formation d'école québécoise. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va se retrouver avec des outils qui vont vraiment aller être plus performants par rapport à nos besoins en éducation au Québec. Et c'est là, en fait, que je me tourne, en ce cas, du moins, vers notre personnel enseignant, que de participer ou d'être partie prenante de ces outils-là, bien, c'est sûr que ça va nous donner des outils qui vont correspondre à nos besoins, en fait, et de ne pas attendre que les grandes compagnies de ce monde les fassent pour nous, qui n'auront peut-être pas les mêmes attentes par rapport à ce que nous, on peut avoir au Québec comme outils. Ouais.
Après avoir pris connaissance du guide, c'est peut-être pour tout le monde, là, si vous avez envie de réagir, du guide sur l'IAG, ceux et celles qui veulent faire leur premier pas, est-ce que vous conseillez d'emblée de lire ce guide-là? Je sais que certaines personnes en ont glissé un mot. Là. Bien, si je peux me permettre, je pense que c'est important comme école de le faire. Donc, c'est un peu une responsabilité partagée de la direction, mais aussi des gens qui œuvrent dans l'école. Donc, je pense qu'une bonne réunion là, pédagogique dans les prochaines journées peut être intéressante. On se dit, OK, on se donne l'objectif de le lire avant, puis on revient tout le monde en groupe. Qu'est-ce qu'on en comprend? Qu'est-ce que, comme école, on veut statuer comme point? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Qu'est-ce qu'on veut faire avec nos élèves aussi? Tu sais, on parlait d'un plan tout à l'heure. Là, on en a un aussi à l'école, plan de développement de la compétence numérique. L'IA, il faut comme le mettre dedans. Là. Donc, je pense que c'est important de nommer les choses, de nommer aussi les craintes et les peurs du personnel. C'est important parce que c'est quelque chose dans lequel on le sent un petit peu, là, je pense, dans les questions, on est frisqué. On veut pas faire d'erreur, on veut pas se faire taper sur les doigts, mais on n'a comme pas le choix non plus d'essayer des choses. Fait que de danser ces craintes-là puis d'en parler avec notre direction, je pense que ça peut faire du bien aussi à tout le monde. Il y a les parents aussi qui doivent s'inquiéter aussi. On parle de tout petit, il y a les maternelles, on parle de primaire. Est-ce qu'on commence à utiliser l'intelligence artificielle dès la maternelle, par exemple, la première année? Moi, ce que je pourrais dire au niveau de ça, c'est qu'il faut développer la pensée critique. C'est primordial de discuter d'intelligence, pas nécessairement d'utiliser les outils d'intelligence artificielle avec les élèves, mais clairement de développer la pensée critique. Puis Mira l'a mentionné tout à l'heure dans le programme de culture et citoyenneté québécoise. Il y a déjà, on parle de fausses informations, donc il faut vraiment ouvrir les discussions avec les élèves dès le jeune âge. Donc, c'est pas vrai qu'on dit que ça ne concerne pas les élèves du primaire. C'est vraiment important là, de développer du moins la pensée critique et qu'ils comprennent aussi comment fonctionnent les outils d'intelligence. Donc, de développer la littératie des jeunes dès le primaire. J'allais dire, si je peux me permettre, vos conseillers ici, vous allez dire, je prêche pour ma paroisse, mais c'est des gens on baigne là-dedans. Donc, d'aller chercher de l'information ou de se faire accompagner peut vraiment être une bonne porte d'entrée pour commencer à l'utiliser. J'ai eu la chance de regarder un peu le clavardage, là, mais cette idée-là, en fait, aussi, que, tu sais, on a parlé de sobriété numérique un peu plus tôt dans le webinaire, on a parlé, donc, pour parler d'IA, on n'a pas toujours besoin d'utiliser de l'IA, là. Donc, effectivement, il y a des enjeux par rapport à l'âge, là. C'est un enjeu qu'on retrouve un peu partout. On ne pourra pas le régler aujourd'hui, maintenant, tout simplement parce que chaque outil a des conditions d'utilisation différentes. Donc, il y a plusieurs éléments qui se rattachent à l'âge. C'est vraiment vos centres de services scolaires qui vont pouvoir vous aider en fonction des outils et du contexte à utiliser. C'est clair qu'aujourd'hui, maintenant, on ne peut pas régler cette question-là, sauf qu'une des choses qu'on peut quand même penser comme enseignant, c'est de voir mais comment on peut en parler autrement de l'IA, en fait. On a parlé de pensée critique, esprit critique, de réflexion. Il existe en ligne quand même des outils des activités débranchées, en fait, pour réfléchir à l'IA. On peut le faire avec des balles lorsqu'on parle de l'apprentissage machine. Il y a plein de choses qui existent. Donc, effectivement, on en parle beaucoup comme comment utiliser l'IA, mais aussi, on a aussi l'idée qu'il faut en apprendre sur l'IA. Ça, on peut le travailler quand même à assez jeune âge de plusieurs façons différentes, sans nécessairement aller utiliser un outil commercial dès le début qui va venir avec le temps. Puis peut-être que la décision qu'on va prendre plus tard, c'est de se dire, bien, j'en veux pas pour telle et telle raison, parce qu'en ce moment, je trouve que cet usage-là n'est pas éthique, je n'apprécie pas, en fait, cet outil-là pour telle ou telle raison. On a vu des outils récents sortir de la Chine. On peut se poser des questions sur est-ce que je souhaite ou non l'avoir comme un outil. Comme toutes les décisions qu'on prend dans notre vie, en fait, on doit y réfléchir. Mais je pense qu'à l'école, on doit quand même parler, comprendre ce que c'est l'IA. Et ça passe pas que par le numérique, ça passe aussi par des discussions, puis ça passe par notre personnel enseignant au Québec. Là, ouais. Question qui s'adresse à Stéphane, Patrick ou Nicole. Comment l'utilisation de l'IAG peut préparer les apprenants aux nouvelles réalités du travail, du marché du travail? On en a glissé un petit mot, là, mais donc ils vont avoir affaire à travailler très certainement avec l'IA, là. Il y a beaucoup d'exemples. On en a donné quand même pas mal tantôt, mais c'est très important, l'éducation. Donc, on doit éduquer nos élèves à utiliser l'IA. L'IA fait partie de la réalité. On ne peut pas la mettre de côté. Il faut leur expliquer c'est quoi les limites, qu'est-ce qu'on doit faire avec l'IA. Par contre, les élèves doivent aussi comprendre qu'à l'école, ils doivent comprendre la réalité de leur métier. Donc, s'ils utilisent déjà l'IA, ils ne développeront pas la logique derrière ce métier-là. Donc, après ça, l'utilisation de l'IA va être peut-être moins performante. Donc, vraiment faire comprendre ça à nos élèves et surtout l'éducation. La première,
Le premier élément que je veux mentionner, c'est en lien avec la question. C'est un moyen aussi de faire une évolution professionnelle pour aller plus loin dans les connaissances, dans ce qu'on fait déjà, pour innover aussi dans ce qu'on fait dans notre métier. Il y a toutes sortes de suggestions que l'IA peut faire. IA générative peut juste, on parlait de remue-ménage d'activités. Quelqu'un qui a une entreprise, quelqu'un qui veut se lancer en affaires. Donc ça, c'est un aspect très important à garder à l'esprit. Là. Tu mentionnais un autre, ça m'a volé, il y avait une partie de ta question, j'avais quelque chose à dire, mais j'ai complètement oublié qu'est-ce que tu... Sans problème, tu reviendras Oui, tantôt si je reviendrai. tu veux. Il y a quelqu'un qui rebondit sur Simon qui disait est-ce possible d'avoir accès aux objectifs de son comité école qui s'est doté pour réfléchir qui s'est doté pour réfléchir au sein de son école? On travaille sur plusieurs aspects. Donc, on travaille au niveau, on parlait tantôt d'évaluation des apprentissages. Comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on aborde la question de l'intégrité intellectuelle avec les jeunes? Comment est-ce qu'on forme notre personnel aussi? Donc, nous-mêmes, entre membres du comité, les enseignants, les directions, on essaie des choses. On regarde quels usages on aime, quels usages on n'aime pas, lesquels on veut partager à notre école. Donc, on a organisé des formations pour le personnel par rapport à ça. Et éventuellement, là, on va s'intéresser aussi à la question de l'usage des élèves. On doit vérifier auprès de notre CSS, bien évidemment, des choses comme ça, mais c'est les réflexions qu'on se pose, les trois principales. Donc, je dirais l'évaluation des apprentissages, l'utilisation qui est souhaitée par le personnel et comment on forme notre équipe école pour ça, et la réflexion, l'éducation et l'utilisation par les élèves, toutes ces questions par rapport à ça. Si je peux me permettre? Oui, oui. Vas-y, t'as-tu retrouvé? Ça m'est revenu, j'ai retrouvé mon idée. Souvent, on se pose la question comment intégrer l'intelligence artificielle. Les chances que vous l'utilisiez déjà sont très hautes. Probablement que les étudiants de tous les niveaux utilisent déjà d'une forme ou une autre l'intelligence artificielle, que ce soit dans des voitures, que ce soit pour écouter des émissions, que ce soit pour écouter de la musique. Ça fait partie intégrante de notre vie et ça s'est installé de façon un petit peu très sournoise, sans vraiment annoncer que c'est de l'IA. Donc, je vous l'annonce, vous l'utilisez probablement à la maison, ceux qui nous écoutent ou au travail. Donc là, c'est une question de vraiment comment l'utiliser de façon réfléchie, prendre du recul par rapport à tout ce qui nous arrive comme information. On reçoit vraiment, c'est un bombardement d'applications et ces entreprises-là, leur but, c'est vraiment de faire utiliser leurs outils. Donc, c'est juste de prendre un petit peu de recul pour pouvoir faire les bonnes actions et avoir des réflexions qui sont un petit peu mieux informées pour le futur. Le temps avance tranquillement parce qu'on devrait terminer vers midi. On voulait quand même, le temps qu'on se parle, prendre une petite seconde pour vous dire qu'on a une nouvelle question qui vient d'apparaître dans le clavardage ou qui s'en vient parce qu'on aimerait, à la fin de ce webinaire-là, savoir comment ça s'est passé. Donc, on me dit que c'est déjà là. Alors, deux petites questions. Dans quelle tâche pourriez-vous utiliser l'intelligence artificielle générative pour gagner du temps ou pour enrichir vos pratiques professionnelles, après tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui? Et deuxième question que l'on vous pose, vous sentez-vous mieux outillé pour utiliser l'IAG en classe de façon éthique? Alors oui, tout à fait, oui en partie, non ou ne s'applique pas. Alors prenez le temps de répondre, on ira voir quelques secondes en terminant tout ça, mais ça va certainement aider notre équipe pour améliorer les webinaires et les prochains que l'on fera. Je pense qu'on pourrait quand même se demander, là on parlait au primaire, au secondaire, c'est quoi l'âge légal pour utiliser l'intelligence artificielle? Je sais qu'on en a glissé un petit mot, mais c'est encore flou. C'est supervisé par les professeurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre là-dessus? Comment on fait pour l'appliquer et s'assurer qu'on en ait les normes légales? Bien, en fait, pour moi, la clé, en fait, va vraiment passer quand même par une discussion avec notre centre de service scolaire parce qu'il y a quand même une trop grande variété d'outils aujourd'hui et maintenant. On en a nommé quelques-uns aujourd'hui. Vous en avez probablement plusieurs autres derrière la cravate, c'est-à-dire qu'on en utilise une variété d'outils. J'en utilise d'autres. Je suis à l'université, j'utilise des outils qui cherchent dans les bases documentaires, par exemple, des outils très spécialisés. Donc, cette question-là de l'âge légal, elle est importante. On a affaire à des jeunes mineurs, en fait, 13 ans et moins, où là, le consentement, le jeune ne peut pas consentir directement. Il doit avoir une tierce personne qui doit consentir pour lui. Donc, mais d'en discuter aujourd'hui, il y a trop de variétés d'outils, trop de contraintes qu'on pourrait avoir. Donc, d'aller voir avec votre centre de service scolaire, d'avoir la discussion à savoir qu'est-ce qu'on veut avoir comme outil, quel outil a été étudié, examiné, et ça va nous aider à prendre une vraie décision aujourd'hui, maintenant. Puis cette décision-là, probablement qu'aussi, elle va évoluer avec le temps. Ça bouge encore pas mal, en fait, c'est les conditions légales autour des outils. Effectivement, on voit deux groupes d'âge, 13, 18 ans et plus, bien évidemment. Nous, ce qui nous concerne, c'est effectivement les 6, 13, 12 ans et les 13 ans et plus pour le secondaire. Donc, avant de s'avancer aujourd'hui, là, l'idée, c'est plus d'aller voir c'est quoi vos besoins, qu'est-ce que vous allez faire en classe? Est-ce que c'est pour vous-même, pour vos élèves, devant les élèves? C'est tous des éléments différents qu'on doit examiner quand même parce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que moi je vais faire avec l'IA? Qu'est-ce que mes élèves vont faire avec l'IA? Qu'est-ce que je vais faire devant la classe avec l'IA? Ce qui est différents contextes. Donc,
allez voir vraiment, réfléchir en équipe école. Je trouve ça l'idée vraiment importante de réfléchir en équipe école, de travailler ensemble, puis de réfléchir à nos besoins pour après identifier l'outil qui correspond aux enjeux légaux et aux enjeux souhaités dans l'école. Bien, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. C'était vraiment un webinaire où j'ai personnellement appris beaucoup de choses, mais je pense que les gens à la maison aussi ont appris beaucoup de choses. Sachez que le webinaire sera disponible en rediffusion. Donc, si vous avez des enseignants autour de vous, des collègues qui avaient envie de revoir ce dont on a parlé aujourd'hui, ce sera disponible. Sachez-le. Merci à nos invités de s'être déplacés et merci à la belle équipe qui a travaillé très fort depuis plusieurs semaines sur le sujet. Merci d'avoir répondu aussi dans le clavardage. On adore quand vous êtes actifs, que vous êtes avec nous. Alors, c'est là-dessus qu'on se quitte. Merci. Soyez là pour le prochain webinaire. Très certainement, on en préparera d'autres. Ça sera certainement évolué en l'intelligence artificielle d'ici là. Et bonne utilisation chez vous de l'IAG et en classe. À bientôt.